Cette émission vous est proposée par ASICS, partenaire officiel de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris. Dans la tête d'un coureur, les plus belles histoires du Schneider Electric Marathon de Paris. Bienvenue dans la deuxième partie de notre grand live enregistré à l'occasion du Schneider Electric Marathon de Paris. Dans cette suite d'épisodes, on va partir à la rencontre de celles et ceux qui font la magie de cette course, des coureurs et des coureuses amateurs au parcours incroyable, des histoires inspirantes, des moments d'émotion, de dépassement de soi, bref, tout ce qu'on aime finalement dans le marathon. Et pour m'accompagner dans cette partie 2, j'ai le plaisir de retrouver Fred. Fred Belouz, notre consultant et co-animateur du jour. Salut Fred, comment ça va depuis tout à l'heure ? Est-ce que tu es prêt à plonger dans les récits de ces coureurs et coureuses au parcours inspirant qui nous rappellent aussi pourquoi on aime autant le marathon ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, Guillaume, je suis prêt. Je t'ai dit, aujourd'hui, c'est mon jour. Donc, j'en profite jusqu'au dernier moment. Et tu nous as promis de l'émotion. Et vu que moi, je suis un sentimental, un émotif, même si ça ne se voit pas forcément, je le sais, moi. J'ai hâte. Je le connais, ton cœur d'artichaut. Voilà, ça fait longtemps qu'on se connaît. Écoute, moi, j'ai recueilli des témoignages et je t'avoue que c'était extrêmement émouvant. Et c'est un moment vraiment que j'adore faire. Je passe toujours presque 2 heures sur la finish line. Et voilà, d'aller parler aux gens, de récupérer... Il y a une concentration d'émotions dans les finish lines et c'est assez fort. Et justement, on va en reparler un peu plus parce que avant de recevoir justement nos invités, moi j'aimerais te poser une question, Fred. À ton avis, pourquoi le marathon il a une place particulière quand même dans le cœur des coureurs? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de l'ultra-trail, on est à l'ère aussi des méga triathlons, les distances sont de plus en plus longues, sont de plus en plus extrêmes. Et pourtant, le marathon continue de faire rêver, il continue de faire peur aussi, il continue de changer des vies. Comment est-ce que tu l'expliques ça, qu'il a toujours sa place finalement de roi, de distance reine? Je pense déjà, il y a le côté culturel. On a tous grandi avec cette histoire. Je ne vais pas refaire l'histoire de Philippides, la course de marathon à Athènes, la mort du messager. Enfin, même si c'est un peu plus compliqué que ça, on l'a en tête, ça. Donc, c'est quelque chose de mythique. C'est quelque chose qui existe. Alors, je ne vais pas dire depuis que la Terre existe, parce que c'est pas si vieux que ça. Mais c'est une histoire qui a plusieurs milliers d'années. Mythologique. Voilà. Contrairement au trail ou à d'autres distances plus longues. Je pense aussi que c'est une distance qui fait la parfaite synthèse entre la distance qui paraît inaccessible, mais qu'on peut quand même réaliser. Parce que, c'est même un athlète aguerri, aller faire l'UTMB ou la Diagonale des Fous ou un Ironman en triathlon, c'est pas forcément à la portée de tous, même quand on s'entraîne déjà très sérieusement. Alors que le marathon, on s'est rendu compte qu'il était, en étant inaccessible, il est aussi accessible. C'est ça, il a cette bonne distance. Il a cette bonne distance. Et mine de rien, le marathon, c'est un sport olympique. Et honnêtement, en athlée, on détermine quoi ? On détermine vraiment, et je ne sais pas pour faire offense à tous les concours, évidemment, au lancer et au sauteur, mais qu'est-ce qu'on attend quand on regarde les JO, la finale du 100 mètres pour savoir qui court le plus vite sur la Terre, et la course de marathon pour savoir qui est le plus endurant. En fait, c'est ça, c'est vraiment les deux pôles. Le plus vite et le plus endurant, voilà, c'est les deux extrêmes. C'est les deux pôles, et donc, quand même, c'est le marathon est auréolé de toute cette grandeur, de toute cette mythologie qui font que ça fait rêver. Et les théâtres des marathons, c'est les villes, c'est là où on vit, c'est dans notre commun, finalement. Donc, voilà. Et puis attends, quand même, à tout seigneur, tout honneur, mais les Jeux Olympiques se terminent toujours par le marathon. On dit souvent qu'on garde le meilleur pour la fin, tu vois, je tiens à le dire. Mais c'est vrai, en l'occurrence, un bel honneur, quoi. Tu vois, tu te rends compte que dans tous les sports qui existent, on conclut sur le marathon, et je pense qu'on peut vraiment être fier de ça. Et puis, il y a aussi une prépa qui est engageante. Un marathon, c'est 3 mois. Alors, c'est pas pour faire offense au trail ou alors, bon, je dis pas sur l'Ironman ou ce genre de choses, c'est clair. Mais 3 mois, on est quand même dans quelque chose qui est suffisamment assez long pour être hyper engageant et pas trop long non plus pour te désengager. Je pense que c'est 12 semaines qui font foi parce que, évidemment, il faut déjà être préparé, il faut déjà voir, c'est pas 12 semaines si on part de zéro. Mais ces 12 semaines, on est aussi dans quelque chose qui est, je vais pas dire, mais voilà, qui va t'obséder. Tous les 55 000 coureurs qui ont fait une prépa sérieuse de 12 semaines,
le matin, ils se lèvent, ils pensaient marathon. Le midi, ils pensaient marathon. Le soir, ils pensaient marathon. Et ça, les gens qui ont déjà fait une prépa marathon ou un marathon le savent. Et leur famille le savent aussi. Et leur famille, Leur des famille amis, le savent leurs aussi. collègues le savent. Mais c'est hyper engageant, quoi. C'est pour ça qu'il y a autant d'émotions aussi. C'est pour ça que les gens pleurent. Tu vois, je fais la finish line de la Diagonale des Fous. Je fais la finish line de l'UTMB. Il y a des joies. Les gens, ils arrivent en sautant. Ils se sentent délivrés. Mais les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens qui sont complètement submergés par leurs émotions. Tu retrouves pas ça sur d'autres courses. Oui, parce que c'est ce que je te disais, vu que c'est la bonne synthèse entre l'inaccessible et l'accessible. Honnêtement, à l'UTMB, à la Diagonale des Fous, sur Ironman, tu vois personne qui est un débutant en course ou en triathlon. Marathon, tu peux avoir des gens qui, 6 mois, 1 an avant, se sont dit tiens, je vais le faire. Tu te dis pas 6 mois avant, je vais aller faire l'UTMB, parce que de toute façon, tu peux pas. Voilà, mais et même pour pouvoir le courir, il faut donc. C'est des vieux routards. Entre guillemets, c'est des gens ordinaires qui font quelque chose d'extraordinaire. Il y a rien de péjoratif, tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est vraiment ça le marathon. Et c'est pour ça que je dis c'est le bon équilibre. C'est le bon équilibre et c'est pour ça qu'on voit autant d'émotions. Alors, il y a aussi un autre phénomène, et tu viens juste d'en parler. De plus en plus de jeunes, voire de très jeunes, se lancent sur marathon. Moi, j'étais au salon du running, ça m'est jamais arrivé. Là, j'ai des gens de 18, 20 ans qui viennent me voir, qui me parlent de... Tu vois, j'avais pas l'habitude de me faire arrêter dans la rue par des très jeunes. Et c'est trop bien. Et même si vous êtes dans une grande ville en Île-de-France ou à Lyon, il suffit d'aller dehors pour voir qu'il y a beaucoup de jeunes qui courent. Pendant très longtemps, à Paris, c'était plutôt 27-37. C'était rare de voir des moins de 27 ans. Et tu le sais, sur les stades, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes. Il y a des groupes de running qui se sont créés. Les jeunes viennent massivement sur le marathon. Et on voit aussi des coureurs pour qui carrément le marathon, c'est la porte d'entrée dans la compétition. Ils sont mis à courir. Et leur premier objectif, c'est le marathon. Ça, c'est un phénomène nouveau. Alors ça c'est totalement nouveau. Mais je pense que c'est une certitude. C'est lié à l'évolution de la typologie des gens qui vont sur marathon, qui pratiquent les marathons. Comme tu le disais, avant, le marathon, c'est de façon les tout premiers marathons, et je ne parle pas... à l'époque antique, mais tout à l'heure je faisais référence au premier marathon de Paris, c'était des gens qui étaient issus de clubs d'athlétisme. Et dans les clubs d'athlétisme, il y a une forme de tradition. Tu fais tes armes sur le demi-fond long, après tu passes sur 10, une fois que tu as fait tes preuves sur 10, tu vas sur semi, puis après tu très passes sur marathon. codifié. Ouais. Donc, en gros, tu arrives vers 30, 35 ans, et puis on te disait toujours le pic de maturité athlétique, il est à cet âge-là. Donc, tu n'allais jamais sur marathon avant. Donc, tu n'avais pas ces types de choses. Et je pense même que moi, même il y a 20 ans, un jeune de 20 ans serait venu me voir en me disant moi je veux commencer la course à pied mais je veux faire un marathon direct. J'aurais peut-être même eu peur d'être rattrapé par la patrouille et la Fédé qui me disent mais qu'est-ce que vous faites monsieur, c'est totalement inconscient. Donc peut-être même moi je me serais interdit ça alors que maintenant je me l'interdirais pas très sincèrement et je trouve que c'est plutôt pas mal et je pense qu'il y a aussi une forme de réflexe qui dit moi, je ne vais peut-être pas forcément faire de la course pendant 20, 30, 40 ans dans ma vie. C'est peut-être juste, voilà, il y a un truc un peu éphémère maintenant, peut-être qui dureront, et qui se disent, si je dois faire qu'un seul truc en course à pied, ce n'est pas un 10, ce n'est pas un semi, c'est un marathon. Donc, je le fais. Alors, souvent, ils y prennent goût, parce que c'est la magie de la course à pied, notamment du marathon, et ils y retournent. Mais il y a ce truc de se dire, si je dois faire qu'une chose, je ne vais pas dire j'ai fait le 10 km de mon village, tu vois. J'ai fait le marathon de Paris, c'est quelque chose qui reste ancré. Oui, tout simplement. C'est vrai que c'est une fierté, tu vois. C'est clair qu'être marathonien et de faire et qui malgré la démocratisation du marathon, aujourd'hui c'est 4% de la population mondiale qui a fait le marathon. Donc ça reste quand même une épreuve rare. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit beaucoup de distances se démocratiser, se populariser et du coup on se compare aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça c'est un phénomène qui a changé et moi je le vois les gens, ça reste un effort, faut pas le banaliser, quoi. Et même au niveau, alors pour ceux qui bossent dans les entreprises, dès que vous dites que vous courez, les gens vous demandent « Ah, tu fais du marathon ?» Ils te disent pas « Tu fais un 10 km, tu fais un semi ?» Ils te disent « Ah, tu fais du marathon ?» Et quand tu reviens avec ta médaille, ou enfin, tu vois, les gens, ils sont... Je veux dire, quel que soit le temps que tu aies mis sur marathon, tes collègues sont dans une forme d'admiration. Admiration ou jalousie, ça dépend lesquels. Là, demain, tous les coureurs qui font du trail, qui font de la piste, qui font de la route, on va leur demander « Ah, t'as fait le marathon de Paris ?» Moi, ça, c'est un truc qu'on me demandait ça va les agacer. Voilà. Alors, au-delà du marathon, je parlais des jeunes tout à l'heure, mais alors, il y a eu l'étude de la Union Sport et Cycle 2025 qui s'est intéressée justement à la pratique du running. Et du coup, c'est 40% des finishers en 2024. Alors, finishers toutes courses confondues avaient moins de
de 35 ans. Alors ça, c'est top, parce qu'avant, c'était souvent un homme qui participait aux compétitions sur route, un homme plutôt âgé, là, 40%. Les filles aussi sont beaucoup plus présentes. Je crois que là, on a encore battu un record de présence féminine sur le marathon. Donc ça, c'est intéressant de voir que les jeunes, globalement, se mettent à courir. C'est vrai que le monde est de plus en plus stressant. Tu vois, il y a esprit sain dans un corps sain, la fameuse phrase de ASICS qui est partenaire du marathon. Mais voilà, il y a aussi ce besoin un peu peut-être de se libérer l'esprit. Donc les jeunes vont se diriger vers la course à pied. Et on pourrait penser que comme il y a plus de néo-marathoniens, donc des gens qui se lancent pour la première fois sur un marathon, ça fait baisser la performance. Mais ce n'est pas le cas. Parce que le chrono moyen, le chrono médian du marathon de Paris, avec l'arrivée de ces jeunes, il baisse en fait. C'est l'inverse. Pourquoi ? Parce qu'ils s'entraînent mieux. Ils ont accès à la connaissance, ils ont accès à la nutrition, ils ont accès au plan d'entraînement. Et en fait, à la musculation. Et à la musculation, c'est mon truc. Qui te tient à cœur. Et donc, forcément, en fait, finalement, ils sont loin d'être pas performants. C'est même plutôt le contraire. Ça te surprend, ça ? Moi, quand tu m'avais dit ça, effectivement, j'étais surpris parce que je m'étais dit, il y a plus de néo-marathoniens. Donc, évidemment, le niveau va baisser. Mais va baisser dans le sens, ça va être plus lent, entre guillemets, en moyenne. Mais effectivement, il s'explique très bien. Enfin, je veux dire, il y a... Et je ne parle pas de quand j'ai commencé l'athlétisme, mais même il y a encore 10-15 ans, si tu voulais avoir un peu de contenu ou des connaissances sur comment t'entraîner, si tu n'avais pas un club d'athlètes dans ton coin, il n'y avait pas forcément des coachs, tout s'est démocratisé. L'accès au plan d'entraînement, le fait qu'il y ait de plus en plus de coachs qui accompagnent, en dehors des circuits officiels fédéraux, clubs d'athlétisme. Donc, beaucoup plus de gens ont accès à une méthodologie d'entraînement qui leur permettent d'avoir des bons résultats. Et comme tu dis, une méthodologie globale, c'est-à-dire à la fois l'entraînement pur et dur, mais prendre conscience de l'importance, notamment de l'hygiène de vie, de la nutrition, le ravitaillement en course aussi, des choses à côté. On en parlait aussi, l'amélioration, les progrès dans l'équipement qui permettent à des coureurs, même quand peut-être ils font des erreurs de volume, grâce aux nouvelles chaussures qu'ils ont, peut-être se blesser ou se blesser moins gravement ou voire pas du tout se blesser et ça c'est des vrais changements. On recevra tout à l'heure un ostéopathe justement pour lui poser un peu la question sur tout ça. En tout cas tout ça c'est très positif. Moi ça me fait plaisir de voir tous ces jeunes qui arrivent sur course à pied, sur marathon, de voir que c'est un sport qui recrute beaucoup, qui est extrêmement populaire. Là je crois qu'on a passé vraiment un palier. Le running est vraiment partout et c'est quand même tant mieux. Fred, ce que je te propose maintenant c'est qu'on mette justement en lumière celles et ceux qui nous rappellent justement pourquoi le marathon c'est bien plus que de la performance, c'est autre chose. Et l'histoire justement que vous allez entendre maintenant, c'est un parfait exemple de tout ce qu'on vient de se dire. C'est un duo un peu spécial qui nous vient de Belfort. Ce duo c'est Louise et Léontine. Elles sont les fondatrices du projet Résistance qui réinvente la course à pied pour favoriser l'autonomie des personnes en situation de handicap. Ce que je vous propose c'est de lui faire un tonnerre d'applaudissements pour les accueillir. Salut Louise, salut. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher le plus possible, vous allez voir. Alors ça c'est les bruits de médaille, si vous entendez, c'est les bruits. Elle est belle la médaille d'ailleurs. Fred, qu'est-ce que tu en penses ? Tu sais que le marathon de Paris, ça fait toujours débat. On n'a pas toujours des très belles médailles, mais cette année, alors je trouve qu'elle manque un peu de lourdeur si on devrait lui reprocher un truc, mais cette année elle est plutôt réussie, non ? Moi j'ai toujours trouvé, et je pense que n'importe quel finisher le dira, c'est que quand de toute façon on finit un marathon et qu'on a le droit à cette médaille-là, elle est toujours belle. Quoi qu'il arrive, elle est toujours belle. Donc, mais bon, c'est que sur les réseaux sociaux, ça fait toujours débat. On sait qu'il y a toujours débat. Et là, c'était plus débat, le t-shirt. Mais voilà, non, mais c'est vrai qu'elle est plutôt jolie. Elle est à la fois simple et élégante. Et puis voilà, et on la voit. Et on la voit. Donc je la montre un peu à l'écran. Je ne sais pas quelle caméra filme, mais... Voilà, c'est vrai qu'elle est très très belle, je la décris, mais il y a tous les noms, c'est les noms des rues, c'est ça qui est traversé avec en fait rue ou lieu, lieu avec place. Au milieu donc c'est vrai que c'est Paris, on aime ça. Alors Léontine, Louise, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je sais pas qui est Louise et qui est Léontine. Moi c'est Léontine. Ouais. Et là c'est Louise. Écoute, merci à vous deux, d'autant plus que je crois que c'était vous avez dû un peu organiser votre journée, donc je tiens vraiment à vous remercier, votre soirée pour être présente sur le plateau, donc je tiens vraiment à vous remercier. Alors vous vous êtes rencontrés, je crois, autour d'un ballon, un ballon de basket, pas forcément dans le running, c'est ça ? C'est ça. Moi, j'étais au Pôle Sport Basket quand j'étais plus jeune. J'avais pour objectif de devenir sportif de haut niveau, du coup. J'en ai été dégoûtée. Et je suis retournée sur un terrain de basket 10 ans après, dans
dans le handi-basket. Et c'est là que j'ai rencontré Louise. Et très très belle connaissance. C'est une aventure de vie à ses côtés. Et donc toi, ça vient du basket aussi, et pareil, même histoire. C'est ça, en fait, moi je pratique le basket depuis mes 11 ans maintenant. Et en fait, moi, le basket, c'est un peu, ma vie tourne un peu autour de ce ballon. Et c'est vrai que j'ai, en fait, avec mon handicap, c'est vrai que ça m'a beaucoup ouvert là-dessus. Et j'ai un peu gravé les échelons. Et en fait, quand moi je suis revenue sur un entraînement, et en fait, Léontine était là. Et en fait, on n'a pas forcément discuté, on s'est plus observé. En fait, à la fin, moi, je lui ai dit, quand tu reviens à l'entraînement. Et depuis, on se lâche plus. Alors, qu'est-ce qui vous a rapproché ? Alors, on va parler, bien sûr, du marathon, mais avant, j'aimerais savoir comment vous avez fait connaissance. Qu'est-ce qui vous a rapproché ? Comment vous expliquez cette début de relation ? Je pense que c'est la passion du sport qui nous a rapprochés aussi. Je me retrouve beaucoup en Louise par rapport à sa résilience, par rapport à sa combativité aussi. Et c'était qu'avec elle que je pouvais mener ce projet-là de marathon aujourd'hui. Alors, du coup, vous n'êtes pas toutes les deux en situation de handicap. C'est seulement toi, Louise. Oui. C'est ça ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, nous parler de ton handicap ? Mais voilà, c'est aussi l'occasion de parler aussi des personnes en situation de handicap. Est-ce que tu es né avec cet handicap ? De quel handicap tu as ? Et nous raconter un peu comment aussi cet handicap, du coup, tous les jours dans ton quotidien. Moi, je suis née avec un spina bifida. Donc, en fait, c'est une malformation au niveau de la moelle épinière. Donc, en fait, c'est de naissance. Donc, moi, ma moelle a été touchée et donc ça touche tous les centres nerveux. Donc, mes pieds ont été touchés, ma jambe gauche a été touchée, mon dos et mes reins. Donc, il y a tout un suivi après continuel chaque mois à faire là-dessus. Mais par contre, en fait, moi, quand j'étais petite, je marchais, je courais, je faisais du vélo. Enfin, le fauteuil, les béquilles ou la canne étaient très loin de moi. Alors, ça n'a pas été un frein à ta pratique sportive, du coup, cet handicap. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont... parce que tu vois, il y a aussi cette peur, j'imagine, que tu te blesses, que tu te fasses mal. Est-ce que tu as dû batailler ? Est-ce qu'on t'a fermé des portes ? Est-ce que c'était une évidence ? Raconte-nous un petit peu ta relation au sport. Moi, en fait, j'ai tout de suite aimé le sport. Donc, moi, j'en ai fait avec les valides. Et en fait, après, le handisport s'est amené à moi parce que forcément, je ne pouvais plus pratiquer avec les valides. Donc, et en fait, ils ont vu que j'étais complètement libre de tous mes mouvements et que en fait, les mots que moi, j'avais hors du terrain, ils s'envolaient quand j'étais sur le terrain. Donc, ça aide beaucoup au niveau de l'esprit, en fait, au niveau des douleurs chaque jour. C'est un handicap qui te fait souffrir, tu ressens la douleur ? Oui, c'est du matin au soir. Après, en fait, chaque journée est un nouveau commencement. Mais vraiment, dans les vrais termes, c'est que je ne sais pas demain dans quel état je vais me lever. Il y a des jours où j'arrive à marcher, il y a des jours où je dois utiliser le fauteuil parce que mes jambes ne fonctionnent plus du tout. Donc, c'est toujours une adaptation à chaque fois. Mais par contre, dans le sport, il n'y a aucune adaptation à faire. Tu vas nous parler de ta prépa. Nous, des fois, on se plaint parce qu'il pleut, on n'a pas envie d'aller courir, mais je crois que toi, c'est autre chose. Moi, avant qu'on parle un peu de la prépa, j'ai quand même une question, parce que je vous ai écouté attentivement quand même. Donc, vous êtes rencontrés sur un terrain de basket. Toutes les deux pratiquez le basket. Donc, quel a été le gap pour se dire comment est née cette idée ? On va courir un marathon, parce qu'en plus, voilà, comme je disais, vous auriez pu choisir un 10 peut-être, se dire on va y aller un peu tranquillement. Et du coup, comment vous avez imaginé concrètement l'organisation notamment pour que Louise puisse conserver son autonomie, puisse s'entraîner, puisque comme elle le disait, quand elle se lève, en tout cas, quand elle se couche la veille, elle ne sait pas si le lendemain, elle va pouvoir marcher, courir ou être dans le fauteuil. Donc, comment est née cette idée folle ? Comment est née cette idée que je qualifie de folle, mais d'une belle folie Moi, je cours depuis toujours. J'avais déjà guidé des aveugles et poussé des joëlettes, mais il manquait cette autonomie-là pour la personne en situation de handicap. Donc effectivement, quand j'ai rencontré Louise, on a tout de suite échangé et on s'est dit que on allait monter un projet ensemble, qu'on allait courir ensemble, mais qu'elle allait maintenir son autonomie à 100%. Donc on a réadapté son fauteuil de paratennis en faisant appel à Christophe, en fait, qui est un chaudronnier et qui nous a mis une barre en fait, qui est montable et démontable sur son fauteuil de tennis. Donc c'est vrai que les premières sorties qu'on a fait sans cet adaptateur-là, c'était assez
compliqué pour moi pour lui donner ses coups d'élan parce que j'avais ma posture un peu basse, ça faisait mal au dos du coup. Et on s'est dit, on part sur une sortie, peu importe le nombre de kilomètres, on va déjà voir comment on peut faire passer le message et où on peut faire passer le message. Donc on a fait 14 kilomètres. Donc on s'est dit, on va... La première sortie, 14 km. Oui. Ah oui, Okay. oui, bon, voilà. Oui, le marathon, voilà. Bon, voilà, bah. Donc oui, on s'est dit qu'on allait se lancer sur un semi-marathon chez nous, du coup, le Belfort-Montbéliard. Et puis, avant de se lancer sur le semi, on avait déjà ce projet de marathon-là en tête. Mais on voulait voir un petit peu comment tout ça allait se passer et tout s'est bien passé. Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer concrètement, même si à l'oral, c'est pas forcément, mais comment ça se passe en fait? Parce que moi, j'avais pas compris. Est-ce que Louise court à côté de toi, mais enfin voilà, ou est-ce que visiblement elle est dans un équipement adapté et toi tu l'aides, c'est ça? Voilà, donc pour que tous ceux qui nous écoutent comprennent exactement comment s'est constitué le duo, ou Louise, tu l'expliques, enfin voilà, vous vous organisez. Alors, elle est dans son fauteuil de paraténiste, du coup, qu'on a adapté. Louise, elle roule tout du long et moi, je lui donne des coups d'élan, en fait, quand il y a des montées ou quand je vois aussi au niveau de son roulement qu'il y a nécessité à le faire. Ok. Et du coup, alors là, à Paris, il y a des montées, mais il y a aussi des descentes. Dans les descentes, il faut freiner Louise, ou alors elle te met une mine, du coup, et tu dois courir plus vite pour la rattraper? Si elle freine pas, elle me met une mine. Ok. Et donc, par rapport à l'entraînement, par rapport à un entraînement classique que nous, on peut faire, tu vois, tu vas sortir, tu vas fractionner. Est-ce que vous aviez ce type de choses, ou qu'est-ce que vous avez travaillé plus particulièrement? Et toi, Louise, qu'est-ce qui a été peut-être le plus difficile à mettre en place dans le cadre de l'entraînement pour être prêt le jour J, en fait? Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières qu'il a fallu relever dans cette préparation? Nous, pour du coup, le marathon, on a fait appel à Baptiste, donc un préparateur, pour nous faire un plan. Donc on avait 5 sorties par semaine. Et en fait, il a adapté le plan pour qu'on puisse faire en fait les séances, les deux, à chaque fois ensemble, et faire les mêmes choses. Sauf que voilà, moi, je fais avec les bras et Léontine fait avec les jambes. Et ça allait du fractionné à des tests VMA, ça allait à aller sur la piste et faire des tours, ça allait à des grandes sorties de 2 à 3 heures de temps. Tout le temps, toutes les deux? Tout le temps, toutes les deux. Ou à faire en côte aussi, parce que on savait qu'on allait s'attaquer aussi à des montées. Donc aussi, nous, trouver des automatismes par rapport au coup d'élan et comment on gère tout ça. Et en fait, finalement, dès qu'on adapte, on peut faire les mêmes choses. Donc, on a suivi la même préparation au niveau en termes d'exercice. Et dans le cadre de cette prépa, est-ce qu'à un moment, vous avez eu un doute sur le fait que c'était une bonne idée, ou vous vous êtes dit dans quoi on s'est lancé? Tous les marathoniens se disent classiquement ça déjà, hein. Enfin, voilà, je pense qu'on sera un grand nombre à témoigner. Mais est-ce que vous avez eu un doute sur vraiment la réelle faisabilité du truc, ou vous avez été convaincu de A à Z sans moment un peu de blues, ou de vous dire on va laisser tomber ça? Moi, du coup, pour ma part, j'ai eu des doutes avant de commencer la prépa. C'était mes pensées limitantes, en fait. Est-ce que j'allais être assez en capacité de pouvoir me remobiliser s'il y avait des difficultés par rapport à Louise? Est-ce que moi, j'étais déjà en capacité de le faire aussi? Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu tout déconstruit avec Louise. Et c'est vrai, avec le coach, nous a beaucoup aidé aussi dans cette prépa. Et on l'a débuté au mois de décembre, et je l'ai débuté seule parce que le corps de Louise a lâché. Du coup, elle s'est retrouvée alitée pendant 1 mois et demi. Donc, c'était assez difficile mentalement, du coup, mais personnellement, ça m'a donné en fait l'envie de me surpasser encore plus, d'avoir cette combativité-là. Et le marathon, c'était pour elle, en fait. À un moment donné, c'était plus pour moi, c'était pour le faire ensemble. Et je savais qu'elle allait revenir, et je savais qu'on franchirait cette ligne d'arrivée-là. Donc, voilà, c'était... Louise, alors on parlait tout à l'heure des moments un petit peu difficiles dans la prépa, mais est-ce que tu as pris du plaisir? Est-ce que tu viens plutôt du basket, du tennis, ce genre de choses? Est-ce que finalement les sports d'endurance, qu'est-ce que tu en as? Est-ce que c'est la découverte de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, toi qui as un peu plus d'expérience sur d'autres sports? C'était quand même une autre pratique au niveau de mes poussées, parce que dans le basket, en fait, c'est beaucoup on est toujours en mouvement, mais on s'arrête, on reprend, alors que là, c'est de l'endurance, donc c'est constamment. Et donc, il a fallu travailler ça, mais après, j'ai tout de suite trouvé le même plaisir, parce que forcément, dans le sport, je trouve qu'il y a une ADN qui ressort et qui
qui s'émane et moi, je la chope directement. Et donc, pendant la préparation, c'était... moi, quand en fait, je suis revenue de mes mois, un mois et demi étant alitée, moi, je suivais la préparation de Léontine. Elle m'expliquait tous les jours. Elle venait tous les jours vers moi pour en fait, me tenir... c'est plus que compagnie, en fait. Moi, je lui dis, elle m'aidait mieux à respirer parce que ça a été très compliqué. Et c'est vrai que quand moi je suis revenue, il n'y avait même pas aucun doute sur le fait qu'on allait le faire parce que moi j'allais le faire pour elle. C'est 1 mois et demi où, entre guillemets, mon corps l'a laissé. Et en fait, après, c'était que du plaisir parce que c'était toujours une séance en plus et jamais en moins. Et Comment ça s'est passé, du coup, ce marathon de Paris 2025 ? Comment vous avez vécu ça ? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur les émotions, les moments par lesquels vous êtes passé ? C'était incroyable. Émotionnellement, c'était incroyable. Du moment qu'on a été sur la ligne de départ aussi, parce que mon papa l'a fait avec nous, et qu'on a donné ce premier mouvement-là avec Louise, en fait, chaque kilomètre, on savait pourquoi on le faisait. Et on se rappelait des difficultés par lesquelles on était passé, par la préparation aussi qui a été difficile, faut aussi se l'avouer. Et on prenait du plaisir kilomètre après kilomètre. Et on voulait vraiment mettre notre message dans chaque poussée de Louise, dans chacune de mes foulées. Et c'est comme ça aussi qu'on a réussi à aller au bout, avec la communication tout du long et les encouragements du public. Ça fait du bien aussi. T'as vécu la même chose, Louise ? oui, la même chose, en fait, du début à la fin, à cette attente dans l'atmosphère. Et en fait, on se dit, on est tous là pour le même but et à partager. Et en fait, de l'enchaînement de chaque kilomètre, on disait, moi je me disais, tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a fait, là ça va te pousser encore à aller plus loin, à atteindre le kilomètre qui arrive encore avec plus de force et sans jamais lâcher. Et puis bien sûr, Léontine et son papa qui étaient à côté de moi, où en fait on se dit, on peut pas lâcher pour eux. Et c'est vraiment moi, ça a été mes moteurs tout du long. Et après, c'est que, en fait, c'est une performance sportive, mais je trouve que c'est vraiment un marathon de vie et avec plein d'émotions. Et c'est monté crescendo. Et la ligne d'arrivée. Racontez-nous un peu, revivez un peu avec nous cette ligne d'arrivée. Ça a commencé au virage du 500 mètres, en fait, où on s'est dit, yes, ça y est, on l'a fait. Et c'est arrivé là, en fait, Louise a terminé debout, a donné ce dernier mouvement du marathon. Et c'était vraiment comme on l'avait envisagé depuis le début. Et c'est trop beau, c'est trop beau. Vous aviez visualisé ? Est-ce que c'est comme ce que vous avez imaginé ? Oui, en fait, on l'a visualisé depuis le départ de la préparation. Alors, est-ce que c'est ça aussi ce qui nous a tenus en haleine pendant ces 4 mois et demi de prépa pour arriver en fait à cette poignée de main à la fin où en fait Léontine se met devant moi et me tend sa main et moi je la saisis et on se lève et on marche ensemble et en fait on est ensemble et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et c'était de l'émotion, c'était rempli d'émotions et c'est vrai que c'est pas en fait ensemble, on se dit oui on a réussi et ça y est quoi, enfin. C'est très très touchant. Vous êtes aussi à la tête d'une association, vous avez aussi couru pour cette association. Si vous devez passer un message à travers ce que vous avez fait, à travers l'espoir que vous avez fait, peut-être aussi à ceux qui hésitent encore à se lancer. Il y a des gens certainement qui nous écoutent là, même certainement la plupart, qui peut-être se tâtent à venir sur le marathon, qui se demandent s'ils en sont capables, qui ont commencé la course à pied il n'y a peut-être pas très longtemps, qu'ils soient valides ou en situation de handicap, peu importe. Vous leur direz quoi ? Que c'est nous qui nous mettons nos propres freins, parce que dans la vie, je pense qu'on a tous quelque chose à raconter, par son histoire, par ses envies, par ses rêves aussi, et qu'il n'y a rien d'impossible. Il suffit d'y croire, de le vouloir, de rencontrer aussi de belles personnes au bon moment dans sa vie, et de mener sa route, en fait, et d'oser y aller, quoi. Tu vas en refaire un, Louise, marathon ? Est-ce que ça te donnait envie de poursuivre l'aventure ? Oh oui, bien sûr. Là, on se dit... Finalement, à la ligne d'arrivée, on a fait 42, ça y est, on va se reposer. Mais en fait, on a tellement envie de ressentir les mêmes émotions et le même ressenti. Et même pour la prépa, parce que ce marathon ne serait pas ce qu'il serait si on n'avait pas vécu cette prépa
qu'on a fait. Et oui, revivre après, ça sera jamais pareil, mais ça sera d'autres émotions, d'autres découvertes. Et je trouve ça magnifique parce que nous, humains, en fait, on a besoin de ça. Hormis ce côté sportif, en fait, c'est se dépasser et se fixer un objectif, y croire et en fait le réaliser. Et en fait, on peut réaliser. Si c'est des rêves, quelqu'un veut réaliser un marathon, c'est son rêve et qu'il veut se lancer, mais qu'il y aille et en fait, tout est possible. Et je pense qu'aujourd'hui, on l'a bien montré qu'il n'y avait rien d'impossible. Donc, Merci, je pense qu'on peut vous applaudir, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Merci. Merci beaucoup les filles, bravo. Oubliez pas vos médailles. Ce que je vous propose maintenant, justement, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais parti à la rencontre des finishers, que j'avais été très ému, et justement, j'ai fait une petite compilation des émotions pures qu'on a pu entendre sur cette finish line. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter ce magnéto. Et puis, fermez les yeux, vous allez voir, vous allez être projeté sur l'avenue Foch et sur cette finish line du Schneider Electric Marathon de Paris. C'est parti, les studios. Salut Marie, alors t'as l'air extrêmement heureuse, extrêmement émue. Pourquoi t'es si contente? Pourquoi t'as le sourire là qui monte jusqu'aux oreilles? J'ai battu mon record personnel de 5 minutes. Ouais. Et surtout j'avais une grosse revanche à tirer parce que l'année dernière j'ai fait un gros choc anaphylactique. J'ai failli laisser ma peau. Et là j'avais une revanche à faire et je suis trop contente. Un choc anaphylactique alors, et là c'est un peu une revanche en fait que tu prends aujourd'hui. J'imagine que tu as dû y penser sur la ligne d'arrivée. Ouais. Donc je suis super contente d'avoir fait ça. Je me suis entraînée avec mon petit garçon de 7 ans. J'allais au stade tous les mercredis avec lui et je pensais à lui tout le temps. C'est génial, je suis trop contente. Ça c'est incroyable. Et c'est pas trop dur de s'entraîner avec un petit garçon, avec un enfant? Comment ça s'est passé? Il t'a donné de la force? Il était là pour t'encourager sur le parcours? Ouais, il était là et je l'ai vu au 30e, au 41e. Et non, il m'accompagne à vélo et au stade après il fait des tours avec moi, il s'entraîne, il a son chrono, il est à fond. C'est top. Bon Marie, bravo à vous deux parce que c'est finalement en collectif cette victoire. Et puis je te souhaite une belle récupération et profite bien. Salut. Je viens de croiser Emma. Emma, vu que tu es aux couleurs du Secours Populaire, j'imagine que tu cours pour eux. Tu sembles très émue. Pourquoi autant d'émotions aujourd'hui? C'est la pression qui retombe. Et c'était génial. Franchement, ma plus grande fierté, c'est de finir avec aucune douleur. Et ça, c'est top. Et voilà. Alors, finir avec aucune douleur, donc ça veut dire que tu t'es bien entraîné, tu t'es bien préparé et aujourd'hui, ça paye. L'objectif est rempli. Oui, ça paye. Surtout que je visais 4 heures, alors bon, c'est génial. Et tu as fait combien? 3h19, je crois. Ah bah oui, là, on a vu large pour l'objectif, hein. On a vu bien large. T'es pas très bonne pour fixer les objectifs, à mon avis. Non, pas du tout. Mais mon frère m'avait dit de débrancher mon cerveau, c'est ce que j'ai fait et j'ai pris que du plaisir, c'était génial. 3h19 alors que tu visais moins de 4 heures pour le premier marathon, parce que je vois que tu as le dossard, franchement, bravo. Comment tu te sens là? Tu ressens quoi là? T'es fière de toi, j'imagine? Oui, là, je suis trop fière. Je suis trop contente, c'est trop bien. Bon félicitations Emma, et puis profite bien de cette victoire, salut. Alors je suis avec Makalou Moussa, qui a une histoire un peu particulière, puisque Moussa, tu as commencé à courir pendant le Covid, et tu faisais 120 kilos. Exactement. Et aujourd'hui, alors les gens ne te voient pas, mais aujourd'hui tu es affûté comme une lame de rasoir. 25 kilos aujourd'hui, et c'est en découvrant votre podcast que je me suis mis à courir, et franchement ça a été un déclic. Je vous remercie, c'est quelque chose de super. Voilà. Non mais attends, c'est toi qu'il faut remercier parce que là t'as perdu je sais pas combien de kilos, t'as fait 6 marathons, ta vie elle a changé en fait avec la course à pied, elle a complètement changé là. Elle a complètement changé et grâce à la course à pied, je suis devenu pompier volontaire et voilà, et franchement c'est super. C'est incroyable comme histoire, franchement félicitations, ça fait plaisir. Alors tu courais pas mais t'écoutais un podcast de course à pied, comment ça se fait? En fait je suis tombé par hasard sur YouTube. En fait et là c'était un choc, les mots étaient... Voilà, c'était sur la motivation et voilà, la détermination. Et c'est comme ça que je me suis mis, je me suis dit, allez, je me lance. Et voilà, c'est parti comme ça. C'est incroyable, tu as changé de vie. Voilà, quand on vous dit que la course à pied, ça change des vies, c'est pas mentir, quoi. Parce que là, on a un bel exemple, bravo. Et puis, rendez-vous l'année prochaine sur le Marathon de Paris encore. Merci beaucoup, merci, super, Salut. merci, salut. Alors je viens de croiser Nanou qui bat son record, symboliquement sous les 3h30, elle a le sourire jusqu'aux lèvres, hein, jusqu'aux oreilles pardon. Je suis trop contente, en fait je pensais vraiment pas, ma prépa était super dure, beaucoup de travail et tout. Et en fait je l'ai fait, non seulement j'ai battu 3h30 quoi, enfin délirant. J'ai fait 3h28. Bon. Et grâce à Armo elle était là dans les 10 derniers kilomètres, on a fini à 4h40, incroyable. Bon c'est la première fois à Paris ou tu connaissais? C'est la 4e en fait.
J'ai fait le marathon pour tous l'année dernière et là c'est la 3e fois que je fais le vrai parcours du marathon de Paris. Alors nouveau parcours, il y avait des gobelets maintenant, plus de bouteilles d'eau. Est-ce que ça t'a gêné? J'avais des personnes pour les flasques, donc j'ai vraiment fait grâce à elles. Mais par contre, j'ai utilisé les gobelets pour mettre dans mon cou, dans ma nuque, c'était bien pour ça. Donc finalement, tu étais en flax. Pas tant, en fait, ça m'a pas tant gêné. Je pensais, j'appréhendais vachement. Ouais, ça met du stress un peu. Ouais, ça m'avait stressé. Je pensais qu'en termes de performance, je devrais m'arrêter et tout, et pas du tout. Bon, bah félicitations, profite bien maintenant, c'est la récup. Oui. Et puis, bah encore bravo. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci. T'as vu l'émotion, je t'ai pas menti, Fred, hein, tu vois. Oui, mais et tu vois, là on a l'illustration de ce que je disais, là, avec la jeune femme qui fait son premier marathon, qui vise 4 heures, et là, bam, 3h11. Et là, on voit quand même qu'ils sont performants, ces nouveaux marathons. Ils sont très performants. J'espère qu'elle a gardé ses coordonnées pour qu'elle rejoigne le club. Hein. Oui, là, c'est beau. Hein. Voilà, ah ouais, non, mais là, c'est bon. Après, je sais pas comment elle a planifié ça, mais en tout cas, c'est quand même assez spectaculaire. Écoute, ce que je te propose, justement, bah, c'est qu'on... Voilà, on a reçu tout à l'heure Louise et Léontine et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on reçoive Mylène. Elle a 37 ans, elle vit à côté de Bayonne et aujourd'hui, elle a couru aujourd'hui, son 6e marathon. On peut l'applaudir dans le public. Vous allez voir que son histoire, elle est incroyable. Salut Mylène, n'hésite pas à te rapprocher, comme ça on t'entendra vraiment bien le plus près possible du micro. Salut Mylène, comment est-ce que ça va après ce marathon? Eh bien, bonjour Guillaume, bonjour Fred, ça va très bien. Très bien, c'était un marathon en pacer aujourd'hui, donc objectif validé et on finit plutôt bien, donc je suis très contente. Alors, marathon, Mylène, ton histoire, elle est un peu particulière. Je ne vais pas la spolier, on va recontextualiser un petit peu comment tu as découvert le sport, puis après la course à pied, parce que à la base, tu n'étais pas vraiment sportive. Et ton histoire, je crois qu'elle commence pendant le confinement, si je ne me trompe pas, c'est ça? Comme beaucoup de gens finalement. Oui. Là, j'en ai croisé sur la ligne. Voilà, beaucoup ont commencé pendant le confinement. On a vu tout à l'heure Moussa, c'était pareil. Est-ce que tu te souviens du moment précis où tu t'es dit, alors c'était pas le running je crois, mais tu t'es dit, tiens, j'ai envie de me mettre en mouvement? Alors moi, je pense que c'est pas forcément le sport qui m'a attirée. Mais j'étais en obésité morbide. Donc, du coup, je me suis dit, j'aimerais bien perdre du poids. À la base, c'était perdre du poids. Tu pesais combien de kilos? 142. 142 kilos, ouais. Donc, j'étais confinée chez moi, comme tout le monde. Hein, mais c'est vrai que je l'ai très mal vécu. Et rester chez moi, pas voir l'extérieur. Enfin, voilà, j'ai dû me mettre mon esprit ailleurs. Et ça faisait longtemps que j'avais voulu perdre du poids. J'ai toujours été en obésité morbide toute ma vie. Hein. Même toute petite dès l'âge de mes 8 ans, je pense. Mm-hmm. Donc, c'est pas après les grossesses ou quoi. C'est vraiment depuis mon plus jeune âge. Et j'ai perdu du poids, j'en ai repris, perdu, repris. Bon, voilà. Tu faisais des régimes, des trucs? Oui, mais bon, jamais accompagné de sport, jamais accompagné de médecin. Bon, voilà, un peu comme ça. Et là, je me suis dit, allez, je vais le faire. Je vais faire du sport également. Et c'était évidemment le Covid, on avait plein de vidéos YouTube, etc., pour faire des hits, pour faire du sport chez soi. Donc, j'en ai suivi, c'était vraiment sympa, hein, parce qu'on pouvait suivre ça tous les jours. Et j'ai fait attention à mon alimentation. Et tous les jours, j'avais ma petite séance de sport. Et évidemment, j'ai perdu du poids très vite. Et ça m'a motivée à continuer. J'ai continué. On a repris les activités un peu à la normale. Et j'ai fait un peu du sport à l'extérieur. Je faisais des cours de Zumba à l'époque. Et voilà, plutôt fitness. Donc, tu as commencé par le fitness pendant le Covid. Alors, c'est vrai que souvent, les gens sont un peu critiques avec les influenceurs sport. Mais on voit quand même qu'ils ont eu un impact hyper fort pendant le... Tu vois, c'est pas pour dire, mais il faut aussi... les détracteurs doivent aussi prendre en compte, c'est qu'ils ont eu quand même beaucoup... Parce que là, il y a beaucoup de gens qui ont pratiqué du sport, qui sont mis à courir aussi, parce qu'ils ont véhiculé ce message-là. Et franchement, il faut le souligner. Mais du coup, tu as commencé donc plutôt avec un peu de danse, un peu de fitness. Voilà. Etc., et là, tu as perdu combien de kilos à ce moment-là? J'ai perdu 50 kilos c'est dingue. Cette période-là. Avec un rééquilibrage alimentaire. Un rééquilibrage alimentaire à côté, ça c'est incroyable. Sûr. Je faisais attention. Alors peut-être un peu trop dans la restriction, c'était l'erreur que j'ai commise, mais bon. Au début. Voilà, au début, hein, parce que là je l'ai fait un peu à ma sauce. Mais après, voilà, je me suis vraiment motivée pour ce sport-là, j'ai continué. Mais c'est que dans un second temps que j'ai découvert la course à pied. Alors, c'est justement, tu t'es dit, je vais commencer à courir. Déjà, pourquoi, comment cette idée t'est venue? Est-ce que comment se sont passés les débuts? Est-ce qu'ils ont été difficiles? Parce que moi, il m'arrive d'accompagner des personnes dans une démarche sport santé, notamment des personnes comme tu le dis, en obésité morbide, et c'est toujours difficile. Alors là, j'avais bien compris, tu avais déjà perdu du poids, mais si je comprends bien, tu avais encore pas mal de surpoids.
Et je sais que c'est délicat pour les gens parce que ils se sentent pas à l'aise dans leur corps et la course est une activité extérieure aux yeux de tous. On sait qu'on va pas vite et qu'on va subir le regard des gens. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à dire, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller courir et quelles difficultés t'as rencontrées de manière un peu concrète, à la fois peut-être dans le regard des autres, mais aussi toi, dans ta légitimité, parce que c'est une vraie question souvent quand on voit Est-ce que plein je suis de trucs légitime et à tout, courir, ouais. Est-ce que vraiment je cours, machin enfin voilà, on sait qu'on a besoin d'un Je certain vais type pas de assez vêtements vite, pour être à l'aise en voilà. courant, mais voilà, quand on est un peu fort, on sait que ces vêtements ont vite fait nous mouler, que c'est un peu compliqué aussi de s'afficher comme ça dans la rue ou autre. Enfin voilà, ça s'est passé comment et comment tu as fait face à ça? Alors, ça s'est passé simplement en une envie de revanche, parce que voilà, en étant obèse de toute ma vie, c'était l'angoisse du cross du collège, les autres camarades qui se moquaient de moi, la grosse qui court, etc. Donc, jamais couru de ma vie. Quand j'ai passé la barrière sous les 100 kilos, je me suis dit, est-ce que je suis capable de courir? Est-ce que j'en suis capable? Donc, je suis allée courir chez moi, dans un petit chemin au bord d'un fleuve, donc il n'y avait personne. Tu l'avais cherché ça? Tu voulais vraiment voir personne? Non, c'est parce que je sais que c'est calme, donc je ne suis pas allée courir en ville, quoi. Je me suis dit, Mais allez, je vais essayer. c'était volontaire? Oui, Tu quand voulais même, pas ouais. Oui, parce que tu avais peur qu'on trouve que tu cours pas assez vite, Je que savais tu sois pas comment ça allait se passer, donc je n'ai pas forcément peur, mais J'ai jamais. pas l'envie d'être confronté, pas l'envie, voilà, au regard. Et au final, j'ai couru, j'ai alterné course, marche, j'ai fait 4 km, je crois, à l'époque. Ce qui est très bien, c'est ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'on j'ai commence. adoré. En fait, j'ai adoré. J'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, c'est chouette. J'étais quand même au bout de ma vie, je vais être honnête. Mais je trouvais ça, je me sentais bien. Donc, j'ai eu envie d'y retourner. Et tu te sentais coureuse? Tu te sentais légitime à courir ou au début, c'était un peu compliqué? Même là, des fois, je me sens pas encore légitime à courir. C'est terrible. Ouais. Mais, et pourtant, tu l'as. Et pourtant, je le suis. Bah oui, mais, 7 marathons, ouais. C'est comme ça. J'ai eu du mal. J'ai pris beaucoup de temps à me sentir légitime. Mais ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je trouve, et ça s'est vachement accentué, Fred, depuis 5 ans. Moi, j'ai vraiment vu, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais j'ai vraiment vu des gens qui se lançaient, par exemple, sur un 10 km. Et il y a encore 5 ans, quand tu courais, on va dire, entre 46 et 55 minutes, ce qui est quand même le cas pour beaucoup de gens. Je suis sûr qu'autour là, dans le public, votre premier 10 km, c'est entre 45 et 55 minutes, ce qui est déjà un très très bon temps. Avec ce chrono-là, vous êtes dans la moitié, dans la norme. Et à l'époque, les gens, ils finissaient et ils étaient super contents. J'ai fait un 10 km en moins d'1 heure. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les gens qui se comparent, avec les performances aussi qui ont explosé, j'ai vu les gens dire, mais j'ai fait que 50 minutes, 55 minutes, c'est nul. Et en fait, il y en a vraiment, il s'est vraiment passé un truc où les gens se comparent aux autres. Et du coup, tu cours déjà 10 km sans t'arrêter, tu fais partie d'une minorité, quoi. Il y a combien de Français aujourd'hui qui sont capables de courir 10 km sans s'arrêter? C'est même pas 20%, j'en suis sûr. Et aujourd'hui, les gens sont plus fiers d'eux, quoi, de ce qu'ils accomplissent. Et du coup, les débutants, ils sont dans un complexe. Ça, c'est un peu le revers de la médaille. Parce que finalement, les réseaux, on l'a dit, ça peut servir à plein de choses et plein de choses positives. Et a contrario, ça peut aussi nourrir la négativité et en l'occurrence, le fait d'avoir l'impression qu'il n'y a que des champions qui courent, en fait, sans compter ceux qui payent des gens pour courir à leur place, pour augmenter leur... on l'a vu. Ça range rien. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais ça montre aussi qu'il y a quand même un truc, quoi. Mais voilà, ça montre que... et du coup, que ça gâche un certain plaisir. Et effectivement, déjà, être capable, moi je le dis assez honnêtement, mais je ne parle même pas de 10 km, mais être capable de courir 30 minutes sans s'arrêter, quelle que soit l'allure, et là j'insiste, quelle que soit l'allure, honnêtement, il y en a très peu. Pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est 20% même pas. Il y a des gros problèmes de sédentarité de plus en plus importants en France, mais comme dans le monde, en tout cas dans les pays dits occidentalisés. Et il faut bien se rendre compte que c'est une minorité déjà qui arrive à faire ça. Et donc c'est le phénomène aussi avec les réseaux, avec les haters, ce genre de choses et qui vont pour juger les autres. Et souvent, on en avait déjà parlé, on en a parlé à plein d'occasions. Souvent, ces gens-là, c'est pas les plus forts, honnêtement. C'est pas ceux qui sont le plus sportifs. Parce que généralement, quand on est sportif, on aime partager sa passion et on encourage quel que soit le niveau. Vous verrez jamais Johan Durand se moquer de qui que ce soit parce que la personne court pas assez vite. Et Johan, il peut le dire à beaucoup de monde, ça, par exemple. Voilà. Et c'est souvent... Et on en avait déjà parlé, c'est souvent les gens un peu intermédiaires, malheureusement, pas les plus forts, et qui se permettent ce genre de choses. Et
Je sais pas, mais c'est vrai que ça peut créer un certain nombre de freins et c'est totalement désolant, quoi. Donc moi je le répète, si même vous êtes capable de courir 20 minutes sans vous arrêter, eh ben, soyez fiers de vous. Si vous courez même en 6 ou 7 minutes au kilo, c'est pas nul, hein. Croyez pas ça. Hein. Quelle que soit l'allure, Vous comparez pas. C'est jamais bon de se comparer. Des fois, on se compare, soit on se satisfait et c'est pas bon, soit on se sous-satisfait et c'est pas bon. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais se comparer. Alors, tu as perdu combien de kilos du coup là depuis le Covid et le Au total, 75. 75 kilos. Ouais, c'est incroyable. Et concrètement, j'aimerais aussi qu'on... Tu vois, nous, on est un podcast de sportifs et tout, mais j'aimerais aussi qu'on soit un peu dans l'empathie. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui de faire plus de 120 kilos? Tu m'as dit que tu pesais 142 kilos. Concrètement, la vie, elle ressemble à quoi? Parce que je pense que les gens n'ont pas conscience de la difficulté que c'est, ne serait-ce que de se déplacer, du regard des autres, de la vie, de ce qu'on endure aussi quand on pèse plus de 140 kilos. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Alors moi, je peux pas dire que j'étais essoufflée tout le temps. Voilà, j'ai pas eu de gros problèmes là-dessus. Par contre, on parlait du problème du regard des autres. On se sent toujours jugé, toujours observé, toujours même pas légitime dans quoi que ce soit. Je ne me serais pas inscrite, par exemple, dans une salle de sport parce que j'aurais eu trop honte. Je me serais sentie observée, regardée, jugée. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai mal vécu, moi, dans ma vie, on va dire, d'ancienne obèse. Physiquement, oui, s'habiller, c'est compliqué. Alors peut-être plus trop aujourd'hui, mais voilà. Moi, quand j'étais plus jeune, on va dire, c'était compliqué. Et après, oui, on ne se sent pas capable de faire, on va faire du vélo, on va faire ça. Bon, d'un moment, c'est vrai qu'on fatigue plus vite, quoi. C'est normal, hein, il faut les porter. Mais je me souviens, j'avais vu un reportage sur, pareil, un ancien obèse qui courait et il allait courir à 5h du matin, justement, pour être tout seul, parce qu'il entendait des moqueries. Il est allé courir une première fois, il s'était fait un peu moquer par des jeunes. Et je dis, c'est horrible, parce qu'en fait, quelqu'un qui est en surpoids, qui est en obésité morbide, c'est une maladie. Enfin, il y a une dimension santé qui est très, très forte. En fait, ça revient à se moquer de quelqu'un qui soigne. Enfin, ça viendrait à la tête de vous moquer quelqu'un qui est en chimio, c'est ça en fait, c'est la méchanceté du truc, c'est horrible quoi. C'est au contraire, enfin imaginez quoi, même quelqu'un aujourd'hui qui est pas du tout sportif et qui est fin, aller courir déjà c'est pas évident, mais quelqu'un en plus qui est en surpoids et qui a le courage de le faire. Au début en plus, comme tu dis, on court juste quelques mètres, on s'arrête, on court quelques mètres, il faut un sacré paquet de courage quand même pour le faire. Oui, mais en plus, ce qui est traître, c'est que quand on ne fait rien, on est jugé parce qu'on est trop gros. Et puis quand on veut faire quelque chose, on est jugé parce que t'es trop gros, tu vas pas y arriver. Donc en fait, c'est compliqué parce que quel que soit ce qu'on décide de faire, on se sent jugé. Il y a toujours cette manie aussi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, de vouloir... les personnes obèses, il y a toujours ce côté, et tu le trouves toujours, et dans le monde entier, parce que tous les gens qui communiquent justement et qui sont un peu en surpoids, on veut toujours dire ouais, ils s'entraînent pas, c'est pas vrai, c'est du mensonge, ils sont pas réguliers, il y a pas tout le monde, hein, mais il y a une niche qui se crée, et on le voit avec plein, où vraiment on veut déposséder les gens, parce que soit c'est des choses que tu as vues, ou des gens qui te reviennent mettre en question, ouais, en fait non, quoi, elle est pas vraiment sportive, c'est pas vrai. Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais je l'ai vu par contre sur d'autres comptes, parce que je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Donc je l'ai vu sur d'autres comptes, effectivement. Alors que moi, je revendique le fait justement que tout est possible. Alors le premier marathon, c'était quand? Et quand tu as eu l'idée justement de te lancer pour la première fois dans ce premier marathon, ça devait être hyper fort. Le premier marathon, c'était en octobre 2022. Et je me suis lancée dans ce pari un peu fou. Après mon premier semi-marathon, je l'ai fini et je me suis dit, voilà, pourquoi pas un marathon? Donc c'était un peu mon mantra. C'était quand j'étais petite, plus jeune, j'étais jugée, enfin on me traitait entre guillemets de Mylène la baleine. Et je m'étais dit, de Mylène la baleine, je passe à Mylène la marathonienne, ça claque quand même. Donc je me suis dit, tiens, je vais le faire. Et tu maintiens la rime, c'est important. Ouais, il faut faire les choses avec style. Il faut faire les choses avec style. C'était voulu. Et je me suis lancé ça. Donc déjà, j'avais Mylène la semi-marathonienne. Mais Mylène marathonienne, c'est quand même, ça claque plus. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et j'étais quand même un petit peu réticente, mais j'ai été encouragée par mon entourage. Et moi, à contrario de ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai découvert la communauté un petit peu runner sur Instagram notamment, voilà, sur d'autres réseaux sociaux. Et c'est une communauté qui m'a poussée vers le haut, vraiment. Et j'ai rencontré des gens... Heureusement qu'il y en a, ouais. Voilà, j'ai rencontré des gens qui ont pu m'encourager, me dire, mais non, tu peux le faire, etc., et m'aider, me donner des conseils. Et c'est comme ça, c'est grâce à eux que je me suis lancée dans le pari de faire mon marathon, mon premier marathon. J'imagine que quand tu as été finisseuse et que ça y est, tu étais marathonienne, ça a dû être quelque chose. Ah, c'était quelque chose. J'ai fini les derniers mètres avec mes enfants qui m'ont dit « Maman, tu l'as fait !» Et alors là, bon, voilà, beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions. 2. Quel âge ils ont?
Alors là, à l'heure actuelle, ils ont 10 ans Et à l'époque et 12 ans. Et du coup, à l'époque, c'était il y a 3 ans, donc 7 ans. Et... Ouais, en plus, c'est pas évident quand on est maman de pouvoir s'entraîner avec l'emploi du temps, la charge mentale, l'organisation. On sait que c'est encore les femmes, et voilà, donc ça a dû être aussi et une je épreuve. leur ai appris aussi ça, parce que c'est vrai que j'ai un métier avec une amplitude horaire assez importante, etc. Donc je fais vraiment un jonglage pour tout caser. Et ils l'ont appris. Ils ont appris justement qu'on peut tout faire, qu'on peut juste planifier, et que voilà, c'est la qualité du temps qu'on passe ensemble et pas forcément la quantité. Alors, est-ce que ça change d'être plus mince, d'être athlétique? Toi qui as connu les deux finalement, est-ce que même les gens dans leur attitude, dans la manière, parce qu'il y a aussi ça, hein, tu sais, il y avait un film, tu sais, qui était sorti où ils expliquaient qu'il y avait une dame qui avait perdu beaucoup de poids. Elle dit avant, personne ne me tenait la porte. Personne ne me tenait la porte. Et aujourd'hui, on me tient la porte dans le métro. Est-ce que ça change vraiment? Parce qu'il y a ça aussi, il y a ce côté, tu vois, physique, ce qu'on renvoie aux autres. Et on sait que dans nos sociétés, ils ont de la discrimination, les personnes en surpoids. Donc, est-ce que toi, tu as vu vraiment des attitudes, des regards changer sur toi? Oui, clairement, on tient la porte, peut-être pas jusqu'à là, mais oui, en plus d'intérêt. Les gens vont venir nous parler plus facilement. Il y a plus, moi, je travaille dans le commerce en plus, donc j'ai toujours été en contact avec les gens. Je passe généralement bien, donc ça va. Mais bon, on voit quand même à certaines attitudes qu'il y a un peu de différence. Aujourd'hui, finalement, tu es une sportive aux yeux des gens qui ne te connaissent pas. Oui. C'est-à-dire les gens qui ne t'ont pas connu avant. Et aujourd'hui, qui voient que tu as fait 6-7 marathons, tu es la sportive, quoi. Tu es l'athlète, tu es la... Comme quoi, rien n'est jamais perdu, quoi. Tu vois, comme quoi, c'est fou, quoi. Oui, maintenant, ils ont du mal quand ils voient des photos de moi avant. Alors, il y en a des gens qui m'ont connu avant, et les gens qui ne m'ont pas connu avant, ils ont du mal. Ils me disent, mais c'était toi? Oui, c'était moi. Et oui, pour eux, j'ai une image très sportive, très... Sauf qu'ils n'ont pas ce passé-là. Et justement, les gens qui t'ont connu avant, quand tu t'es lancé un peu dans cette aventure, est-ce que tu en parlais? Et si tu en parlais, quelle était leur réaction? Est-ce que c'était plutôt d'encouragement ou plutôt de bienveillance, mais Tu vas te blesser. qui n'est pas la bienveillance, mais qui est en même temps une forme de malveillance, où tu sais, tu devrais peut-être pas avec le poids que tu fais. Enfin voilà, À l'enfer, il peut être de bonnes intentions. Et comme je l'ai dit, c'était en période Covid, donc du coup j'étais un peu enfermée. Il n'y avait pas trop ce côté, on se mélangeait pas trop à l'époque, donc les gens ont été un peu surpris par le changement, parce qu'au final ils m'ont pas vu pendant un moment et ils ont déjà vu d'un coup que j'avais perdu du poids. Alors il y a eu il y a eu ceux qui étaient plutôt heureux pour moi, tu fais du sport, super, et puis ceux qui me disent oui, alors tu vas te blesser, tu vas avoir mal au genou, tu vas voir la course à pied, mon Dieu. T'as pas eu le droit, mais t'es malade, non, ou pas? T'es malade, je l'ai si, eu, évidemment. mais il faut que tu t'arrêtes. T'es accro maintenant, t'es drogué au sport, attention. T'es drogué au sport, voilà, tu fais malade. Plutôt, avant, t'avais l'air plus jovial. Bon, ok, super, merci. Les gens, quand t'es en bas, ils veulent que tu restes. Voilà, c'est ça. La bonne copine à côté, et puis voilà. La rigolote, quoi, de service. Ouais, et puis on est vite mis dans les cases. Est-ce que tu es fier de toi aujourd'hui, de ce que tu as accompli, de tout ce que tu as fait? Mais aujourd'hui, je peux le dire, oui, que je suis fière de moi, effectivement. J'ai parfois du mal à réaliser le chemin parcouru. C'est toujours le cas, je pense, de pas mal de gens. Mais quand je me pose, oui, je suis fière de moi. Là, aujourd'hui, par exemple, d'avoir payé un ami, me dire, je l'ai amené à son objectif, à faire son RP. En plus, ça paye des gens maintenant. Non, mais c'est ça, c'est ça qui est quand même incroyable. Attention, parce que le Covid, ça nous paraît loin, mais c'est pas si loin que ça, finalement. Tu vois, c'est 5 ans. Hein. Enfin, voilà. C'est rien. C'est vrai qu'en 5 ans, tu passes d'obésité morbide à paisseuse sur le marathon de Paris. Voilà. Donc, quand je me dis ça, je suis fière. On se donne rendez-vous dans 5 ans. Oui, mais c'est quoi? Voilà. Tes enfants, ils doivent être trop fiers de toi. Oui, ils sont très fiers, et à chaque fois, ils m'accompagnent dans les courses. Bon, là, ils n'ont pas pu venir, mais j'ai eu des messages, j'ai eu des appels. Et c'est ça aussi, la fierté dans les yeux de mes enfants, ça se renvoie vers moi, en fait. Ça me rappelle la fameuse phrase de Émile Zatopek, le grand champion du siècle que moi je connais bien. Que tu as connu d'ailleurs. Que j'ai connu très bien. Qui disait, si tu veux courir, cours 1 kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. Et là, on le voit à plein d'occasions. Mais là, c'est. Mais c'est ça, tu vois, je fais le plus beau métier du monde. Je suis content mais c'est ce qui est dingue, c'est qu'on reçoit des champions. Tu vois, c'est des histoires, c'est de la performance, c'est de travail, c'est de l'abnégation. Et dans les sportifs amateurs, finalement, parce que moi, je vis les émotions. Quand tu vois, t'as Mathieu Blanchard qui se bat avec Kylian Jornet sur l'UTMB, je suis rempli d'émotions. Et quand tu vas voir aussi des coureurs amateurs et qui ont ces histoires, tu es aussi rempli d'émotions. C'est fou quand même de se dire que, tu vois, le sport, c'est ça. C'est qu'en fait, peu importe
il y a pas de prérequis quoi pour faire rêver les gens. Et toi, tu dois inspirer beaucoup de monde aussi sur tes réseaux sociaux. Tu dois avoir des gens qui t'écrivent. C'est l'impact que maintenant tu as, il est énorme. J'imagine même que tu n'en as pas forcément conscience, mais j'imagine que les gens qui te suivent, ils doivent. C'est hyper inspirant quoi. Oui, les échanges que je peux avoir, effectivement, beaucoup de gens me le disent, que voilà, ils sont admiratifs, etc. Bon, après, même dans mon entourage, j'ai une collègue, par exemple, qui s'est lancée dans la course à pied et qui m'appelle un peu mon coach parce qu'elle aime bien m'envoyer sa sortie et puis je la motive. Je l'ai amenée à son premier 10 km récemment et c'était génial. Donc, de voir qu'on suscite quand même cette envie-là, prouver que tout est possible. C'est un peu mon mot d'ordre. Il y a un esprit sain dans un corps sain, tu ressens aujourd'hui même ouais, plus que jamais, oui. Plus que jamais, oui, parce que moi, la course à pied, ça a été vraiment salvateur pour moi, mais pas forcément d'un point de vue physique. J'avais déjà perdu, comme je dis, 50 kilos et j'en étais déjà très contente. Et je pense que j'étais dans un engrenage compliqué. Quand on perd beaucoup de poids, on est un petit peu... on tombe pas dans un vice, mais des fois, ça devient un petit peu obsessionnel. Et moi, la course à pied, ça m'a aidée... mentalement en fait, donc j'avais une tendance vers le corps sain, mais l'esprit sain je l'ai eu grâce à la course à pied et maintenant c'est l'équilibre parfait dans ma vie quoi. Toi Fred, c'est un esprit sain dans un corps soin parce que voilà, ça c'est vraiment t'as toujours eu tout le temps Mais moi j'ai toujours été comme ça, voilà. Ouais. Donc mais ce que je trouve admirable dans ce témoignage là, c'est que depuis une dizaine d'années, il y a quand même ce phénomène qui est lié au développement personnel, en disant ouais, on peut tout faire, machin, tout est possible. Et des fois, ça fait un peu tarte à la crème ou discours marketing un peu mensonger. ouais. Et on a besoin d'avoir des exemples concrets, réels et de personnes normales. Quand je dis normal, il n'y a rien de péjoratif évidemment, Mylène, tu le comprends, mais te dire ouais, en fait, ça aurait pu être moi ou ça peut être moi ou ça peut être quelqu'un que je connais et que du coup ça donne un exemple sur déjà aux gens qui sont dans cette situation-là ou qui ont d'autres types de difficultés, de se dire je peux le faire, effectivement, Mylène l'a réussi, voilà, donc je peux. Mais ça donne aussi un exemple aux entourages, qu'ils soient amicaux ou professionnels, et pour se dire finalement, enfin voilà, peut-être être plus bienveillant ou juste bienveillant avec les gens et plutôt les encourager et les accompagner parce qu'effectivement c'est pas que du chiquet quoi. C'est pas que du chiquet, ça peut parce qu'il y a des gens réel. effectivement qui Voilà. critiquent ça, mais voilà, je le disais tout à l'heure avec les influenceurs sport, il y a quand même du concret et même s'il y a de l'exagération et que des fois l'impact positif est largement supérieur aux dérives qu'on peut avoir dans ce mouvement-là. Alors si tu avais un message justement à passer, Mylène, s'il y a des gens qui nous écoutent, s'il y a des gens peut-être qui ont grandi avec cette idée qu'ils n'étaient pas sportifs, parce que des profs de PS, je vais encore avoir les profs de PS ils sont chauds sur les réseaux, les profs de PS, je vais peut-être pas dire ça, mais ça arrive des fois, tu vois. Je pense que les adultes se rendent pas compte des fois des petites phrases, de l'impact que ça peut avoir sur les enfants, sur les jeunes, et des fois une toute petite phrase, ça peut faire un stigmate sur... Mais même rien qu'en athlée, enfin, excuse-moi de le dire comme ça, Mylène, et je m'excuse, mais je vais donner une situation concrète. On a une jeune fille qui vient dans un club d'athlée qui est un peu forte, un peu rondelette. On va dire toi, tu vas faire une bonne lanceuse de poids. On va pas lui dire tiens, est-ce que tu veux courir, qu'est-ce que tu aimes faire. Tout de suite on va la mettre là où voilà. Ouais, les jeunes c'est souvent ça. Et on catégorise vite fait, ou comme on va avoir là aussi, c'est pas caricatural parce que je l'ai vécu, je l'ai vu, quelqu'un m'avait raconté, une personne noire donc d'origine africaine qui arrive dans un club plutôt fine, athlétique, et elle voulait courir justement le marathon. Elle arrive dans le club, on dit non, mais toi tu vas faire une très bonne coureuse de 400-800, tu vois. Parce qu'on était sur un stéréotype peu, voilà, la personne est comme ci, elle est comme ça, et c'est terrible ça. Et c'est juste apprendre à écouter les gens. C'est vachement important. Si tu as envie de faire ça, peu importe ton physique. Exactement. Et là, j'étais encore une fois sur même les moins de 3 heures, il y avait des physiques extrêmement variés. Les gens seraient surpris à quel point j'ai vu des personnes, des carrières de rugbyman faire des 2h57. Donc voilà. On recevra tout à l'heure d'ailleurs un professionnel de santé, et il est ostéo, donc on pourra voir un petit peu, j'espère qu'il nous expliquera que à partir du moment où on adapte l'entraînement, tout est possible. Alors, Mylène, du coup, reste avec nous. Est-ce que tu as écouté de la musique pendant ta préparation ? Oui, en préparation, oui, j'ai écouté de la musique, oui. Tu avais des petites musiques un peu très variées, voilà. Moi, t'as pas une musique un peu que tu mets pour te rebooster? J'ai une playlist, mais j'écoute de tout en fait. J'écoute pas forcément plus
une chanson qu'une autre. Donc, oui, j'écoute un peu de tout. Et ça m'arrive d'écouter des podcasts aussi, d'ailleurs. Ah, bah voilà, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Notamment celui-ci. Alors Fred, avant d'accueillir notre prochaine invité, j'aimerais qu'on prenne un petit moment justement pour aborder le sujet du jour. Parce que moi, ce matin, ce que j'ai vu au bord de la route, c'est que j'ai croisé pas mal là, de coureurs, de futurs marathoniens avec les écouteurs vissés sur les oreilles. Parfois, j'en ai même vu chantonner. Tu vois, je me suis dit, tiens, le marathon, voilà, il y en a qui sont bien. Et donc, du coup, la question que je me suis posée, c'est la suivante. La musique... Parce qu'on a tous un peu cette sensation que quand on écoute de la musique, c'est plus facile. Tu vois, ça peut être aussi un vecteur. Mais est-ce que vraiment c'est plus facile ? Est-ce que même ça peut améliorer la performance, comme certains le disent ? C'est l'étude du jour. Et je crois que toi, tu as creusé un peu le sujet. Un peu. En fait, il y a différentes études qui ont été menées sur ce sujet-là. Alors, c'est difficile à mesurer. Mine de rien, ça reste quand même difficile à mesurer. Mais les quelques études qu'on a, tendrait à prouver qu'effectivement, la musique permettrait une amélioration des performances, mais il faut qu'elle soit adaptée en fait à la personne. Et en fait, elle doit déjà évidemment plaire au coureur. Son tempo doit être en corrélation avec l'allure de course et elle doit être liée à l'histoire et à la culture de la personne. Alors, tu vois, par exemple, et il semblerait que cet effet positif soit réel et vrai juste sur des allures d'intensité modérée. C'est-à-dire que pour faire, par exemple, sur votre fractionné, pour ceux qui fractionnent là, à haute intensité, l'effet ergogénique, comme on dit, parce que c'est un effet extérieur de la musique sur la course, serait moins important parce que les signaux internes du corps sont beaucoup plus importants que les signaux extérieurs qu'on peut recevoir. Sur des allures plus intermédiaire, plus modéré, comme par exemple une allure marathon, effectivement, ça peut, avec les conditions que j'ai données, sur le fait que ça soit adapté à la personne, que ça lui parle par rapport à son histoire et tout, et que ça soit adapté au tempo de course, ça pourrait avoir un effet positif, notamment sur la performance, notamment par réduction du sentiment de fatigue et d'effort, en fait. Et ça, on le sait tous, quand on fait quelque chose, qu'on a l'impression qu'on fait moins d'efforts pour le faire, ça le rend plus agréable et du coup, on est plus performant, tout simplement. Du coup, je crois qu'à un moment donné, la Fédération française d'athlétisme avait interdit même presque, justement dans cette logique de se dire, il y a une aide à la performance, un peu comme le dopage, quoi. Alors, très officiellement, c'est toujours interdit. Depuis 2015, il est interdit d'avoir des écouteurs et d'écouter de la musique en compétition. Voilà. De manière absolue. Donc, on verra jamais un élite le faire. Après, les élites ne s'entraînent pas forcément avec de la musique dans les oreilles. Mais si, par exemple, un concurrent sur le marathon de Paris, vous finissez avec lui, vous voit finir avec les écouteurs, s'il porte réclamation auprès des juges de course, il peut vous faire disqualifier. Ah oui. Mais c'est parce que la réglementation, elle est pour tout le monde. Après, on ne rentre pas là-dedans. C'est un peu comme les chaussures. Il y a certains types de nouvelles chaussures, nouvelles générations qui sont interdites. Il y en a quand même qui en portent sur marathon. Jamais dans les élites. Parce qu'ils ne sont pas contrôlés. Ouais. Parce que, voilà. Mais si vous avez un concurrent un peu malveillant, qui veut un peu vous enquiquiner, ou c'est votre voisin avec qui vous avez un petit conflit de voisinage, comme ça arrive, il pourra faire entendre son bon droit parce que ça reste interdit. Après, moi, je me dis que cette interdiction, elle est peut-être plus liée en compétition, parce que l'effet, il est quand même assez minime finalement. Ça ne va pas vous faire passer de 2,45 à 2,20 ou de 3,30 à 2,50. Enfin, voilà, il faut quand même un peu calmer l'affaire. C'est difficile à mesurer. Je me dis que c'est plus pour des questions de sécurité, parce qu'avant, lorsque cette mesure a été prise, on courait encore avec les casques dans les oreilles ou tel des AirPods, des choses qui rentrent dans les oreilles, et on n'entend pas le bruit environnant. C'est pas la musique absolue qui est interdite, parce qu'il n'y a aucune course, en tout cas grande course dans le monde, et même labellisée comme le marathon de Paris, où il n'y a pas des orchestres et des animations musicales tout au long. Et pour autant... D'ailleurs, ça fait du bien, ça motive. Voilà. Et ça pour autant, ça donne de la force. On ne les interdit pas. C'est, entre guillemets, ces aides extérieures. Donc, je pense que c'est plus lié à ça. Sachant qu'il y a eu des évolutions depuis. Ouais, tu fais bien. Alors justement, moi, ça me permet de parler du partenaire du jour. Alors ça, je peux dire qu'on en a vu sur le marathon de Paris. Là, je peux dire bravo aux équipes de Choc, parce que énormément de coureurs on avait. Alors moi, j'écoutais pas de musique justement quand je courais, parce que déjà, je courais beaucoup à Paris.
dans la ville, et donc forcément entre les scooters, les VTC, les vélos, les smart qui se prennent pour des scooters, tu vois, c'était compliqué. Et effectivement, il y a les Shox. Donc là, la particularité, c'est ces écouteurs extra-auriculaires. Donc vous n'avez pas en fait les oreilles bouchées. Donc ça se met au niveau des tympans. Alors je crois que tu es aussi ambassadrice de Shox. C'est un hasard, mais tu m'as dit tout à l'heure. Donc du coup, peut-être tu peux m'expliquer comment. Alors je sais pas, je connais pas trop la technologie, mais du coup, les oreilles, voilà, sont libres. Oui, les oreilles sont totalement libres parce qu'il y a 2 technologies chez Shox. Il y a la conduction osseuse, donc qui passe vraiment, c'est pour ça qu'ils sont posés ici. Donc il n'y a pas du tout de son aérien, ça passe par conduction. Et maintenant, depuis justement celui que tu portes, l'Open Run Pro 2, il y a les deux. Il y a la conduction aérienne plus la conduction osseuse. Donc là, ça a permis d'améliorer les basses parce que dans les modèles précédents, il n'y avait que la conduction osseuse. Et les basses, c'est vrai que ça avait tendance à faire générer pas mal de vibrations. Et ça pouvait gêner selon la musique qu'on écoute, du coup. Et là, on n'a plus du tout ce défaut-là. Oui, c'est vrai, parce que du coup, alors nous, ça nous a un petit peu changé. Parce que dans le podcast, moi, je suis un peu féru du son. Et du coup, comme beaucoup de coureurs nous écoutent avec ces casques-là, il y a certains sons, genre quand tu veux reproduire un battement de cœur, ça passait pas. Et là, avec les nouveaux, ça passe. Donc effectivement, ils ont... Voilà, parce que je voulais qu'ils aient la même expérience d'écoute, finalement, que tu nous écoutes avec. Donc, on travaille aussi, j'essaie d'écouter pour voir comment ça se passe. Et toi, tu les connais, Fred, parce qu'il y a très longtemps, je crois que tu es le tout premier, mais c'était il y a 3-4 ans, à m'en avoir parlé et à m'avoir converti. Donc, tu cours aussi avec ces casques-là. Alors moi j'avais essayé, je ne cours pas spécialement avec, mais j'étais curieux et j'avais une athlète qui en portait, donc je lui avais demandé d'essayer son casque, et à l'époque ça m'avait vraiment bluffé, honnêtement, effectivement, parce que tu entends tout ce qui se passe, tu entends bien ta musique, et en même temps s'il y a une voiture qui passe ou quelqu'un qui arrive derrière toi qui court, ou voilà, tu entends tout en fait, et ça n'a pas l'effet des casques qui t'enferment vraiment dans ta bulle et qui peuvent t'emmener ailleurs et te faire perdre conscience de l'environnement. Et honnêtement, je trouve, pour ceux qui aiment courir en écoutant de la musique ou en écoutant des podcasts, effectivement, c'est idéal. Honnêtement, et puis c'est pratique, ça bouge pas. Le problème des casques aussi, c'est que ça bouge. Ceux qu'on rentre dans les oreilles, et il fallait quasiment courir avec les bandeaux à l'ancienne, de anti-transpiration pour bien les maintenir sur les oreilles. Ou alors les autres, c'était gros casques, ça bougeait. Non, puis c'était pas très hygiénique, les gros casques. Ouais. Et puis bon, voilà. Donc écoutez, si vous voulez les Shox, pour celles et ceux qui n'en ont pas encore, voilà, qui voudraient passer le cas, il faut savoir qu'on a un petit code aussi qu'on a négocié. Alors j'espère qu'il durera assez longtemps pour que ça puisse se permettre, mais avec le code podcast10 sur Shox, le site officiel de Shox, vous allez pouvoir avoir 10 € de réduction, voilà, sur ces casques-là. Donc c'est peut-être le moment d'essayer. Mylène, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bravo. Franchement, c'était un honneur de t'avoir dans le podcast. Bravo, t'es une grande championne, moi je tiens à le dire. Je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Merci beaucoup. T'écoutes du hard rock, toi, en plus, Fred, je crois. Les gens, ils savent pas ça de toi. Alors, c'est pas... Alors, le spécialiste que je suis n'appelle pas ça du hard rock, mais je comprendrais que les non-initiés appellent ça du hard rock, du métal. C'est quoi alors? Ça crie, ça joue de la guitare, ça boit des bières? Non, ça boit pas de bière, parce que tu sais que je bois pas d'alcool. Oui, non, mais pas toi. Vraiment... Oui, non, mais même les groupes que j'écoute, il y a certains mouvements dans un style de musique où les gens prennent avec une musique qui peut paraître très agressive, un mode de vie très sain. Je sais, c'est paradoxal, mais à mon image, voilà. Donc voilà. Mais oui, ça crie, il y a de la guitare, la batterie, et les gens, voilà. Bon, alors du coup, on l'appelle comment? Parce que tu l'as pas dit. C'est comment ça s'appelle? On appelle ça du hardcore metal. Voilà. Du hardcore metal. Voilà. Bon, alors les puristes, il y a des fans d'hardcore metal qui nous écoutent. Là, ils sont contents. Ils sont peut-être 5 là, tu vois. Voilà. J'en connais quelques-uns qui courent également. Voilà. Du coup, j'en profite aussi pour remercier nos auditeurs. C'est un peu la fête de la course à pied aujourd'hui. Puis je remercie parce que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous êtes sur le mois de mars. Voilà, on a presque battu un record. Vous étiez plus de 500 000 à téléchargements à nous écouter au mois de mars. Plus de 300 000 auditeurs uniques. Franchement, c'est incroyable. Là. Voilà, il y a l'essor de la course à pied et ça fait plaisir. Il y a de plus en plus aussi de jeunes qui nous écoutent. Donc merci beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Ça nous permet de continuer à être présents sur les courses, de pouvoir raconter aussi toutes ces histoires pour nous qui sommes passionnés. C'est complètement magique. Fred, après avoir parlé de performance, de musique, j'aimerais qu'on change un petit peu d'ambiance et qu'on accueille un autre finisher du Schneider Electric Marathon de Paris. Notre prochain invité, c'est un homme que vous connaissez peut-être si vous vous intéressez à la santé et au sport. Il s'appelle Damien, il est ostéopathe. Il anime la chaîne
The Ostéopathe, qui est suivi par près de 300 000 personnes. Et c'est aussi un papa de 2 enfants, un entrepreneur. Je crois qu'il a, il a plusieurs entreprises, des salariés. Donc autant vous dire que le temps libre, c'est pas vraiment son truc. Et pourtant, il a réussi à préparer un marathon. On va parler justement aussi un peu de sport santé. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Damien. Si tu veux. N'hésite pas à te rapprocher le plus possible. Hop. Super. Salut Damien, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tes premiers marathons. Tout à fait, ouais. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Premier marathon, donc maintenant tu fais partie du club des marathoniens. Tu es marathonien, tu es de cette, cette élite, mais cette castre-là. Qu'est-ce que ça fait justement d'être marathonien ? Et à la ligne d'arrivée, je me suis dit plus jamais. Et puis, il y a 1 heure, je regardais déjà les dates de Marathon du Sable. Non, alors... Ah oui, carrément, là, le marathon des sables, il a fait un... Ça y est. C'est pas assez dur. Ouais, j'ai dit les pavés, les montées descentes dans Paris, c'est pas suffisant. Ouais. Non, ça n'a pas été hyper facile. Alors, ça va trancher avec tous les invités que vous aviez jusqu'à là. En décembre, je ne courais pas. Donc, ça a été un challenge qui m'a été proposé par une marque que vous avez citée tout à l'heure. Ouais. Azix, faut les soutenir, c'est grâce à eux qu'on fait cet épisode. Donc il faut vraiment les soutenir chaleureusement. Et donc, Azix, c'est Intersport que vous avez cité aussi. Du coup, ils sont venus me chercher pour me motiver à courir. Parce que mon objectif, c'est de motiver les gens à bouger. On en parlait tout à l'heure. Et c'est très important, le mouvement, c'est la vie. Et de montrer qu'il y a plein de choses qui sont possibles avec le corps humain. Et ils ont réussi à me motiver en décembre pour faire ce marathon de Paris. Alors, je crois savoir, parce qu'il y a Jonas derrière là, qui m'a un petit peu aussi parlé de toi, qui s'occupe et qui te suit un peu sur les épreuves, qui m'a dit, on l'a déjà proposé plusieurs fois de participer à des marathons, il a toujours refusé, je crois. Et là, je ne sais pas pourquoi, tu as accepté. Si tu peux juste vraiment te rapprocher du micro. Alors, s'ils t'ont menacé, tu peux le dire aussi. Vraiment, sans toi libre, tu seras protégé. Pourquoi tu as accepté cette fois-ci ? Pourquoi j'ai refusé surtout et pourquoi j'ai accepté là c'est vrai que tu disais que j'étais entrepreneur et peut-être qu'on en parlera, mais on a lancé une application dans la santé qui nous prend beaucoup de temps. On gère beaucoup de monde, c'est en train d'exploser, donc ça me prend énormément d'énergie. On en a parlé aussi, les enfants, ça prend du temps et de l'énergie. Et j'étais déjà à 1000 à l'heure. Alors, me rajouter une prépa marathon alors que je ne courais pas, ça m'a toujours fait un peu peur. J'étais pas un grand féru de course à pied à la base. J'avais couru un peu pendant le Covid, comme beaucoup de gens. Et un syndrome d'essuie-glace m'a un peu coupé dans mon élan. Et finalement, je me suis dit, allez, franchement, ça va pas t'arriver 1000 fois dans la vie. Vas-y, saute le pas. Et voilà. Et c'est sans regret ? Ah non, en passant l'arrivée, encore une fois, je me suis dit, plus jamais, pourquoi tu as fait ça ? Et puis, autour des 30 km, comme beaucoup de gens le connaissent, je me suis un peu dit que pourquoi tu as fait ça ? Qu'est-ce que tu fais là ? Etc. Et puis finalement, ce passage de ligne d'arrivée, 15-20 minutes après, quel bonheur et quelle satisfaction, quoi. Alors, du coup, tu disais tu courais pas, tu n'étais pas forcément féru de course, mais quand même, tu avais une activité sportive, tu t'entretenais, enfin, tu faisais quoi et en quoi consistait ta prépa, en fait, finalement ? Parce que du coup, en partant de rien, là, tu étais vraiment short sur le timing. Hein, là, c'est l'entraîneur là, qui se dit « Oh là là, comment il a fait ?» Tiens, qui est curieux. Ouais, il ne faut pas forcément... C'est pas des choses que je recommande à tout le monde, pour le coup. C'était vraiment l'idée d'un gros challenge. Et je viens plutôt des sports de glisse, moi. Okay. J'étais ancien amateur pro-skater avant de reprendre mes études dans la santé. Et beaucoup de glisse, donc beaucoup de surf. Et après, du coup, du yoga, mais du yoga très dynamique. Sport. Voilà. Et du coup, l'endurance, c'est pas quelque chose que je connaissais, quoi. Okay. Tu fais partie des gens qui détestaient courir et qui disaient mais quel plaisir vous avez à courir. Il y en a beaucoup, même des coureurs. Il y en a beaucoup de gens qui se disent mais jamais moi la course à pied. Franchement, c'est un sport. Il y a plein de gens qui me disaient, potes à moi, qui me disaient mais c'est un sport de débile, la course à pied. Guillaume, je comprends pas pourquoi tu fais ça. Franchement, courir comme ça, tu cours après quoi ? Il y a pas de jeu. Et aujourd'hui, les mecs, ils enchaînent les marathons et ils veulent faire l'UTMB, tu vois. Est-ce que tu faisais partie de ces gens-là ? Clairement. Et pendant le Covid, en fait, je pense qu'il y a un temps d'adaptation de l'organisme, surtout quand on n'a pas l'habitude de ces petites contraintes, ces chocs et cette endurance sur le long terme, sur la durée. Il y a un temps d'adaptation et une fois qu'on est dedans, par contre, à la fin du Covid, mais j'étais mordu de chez mordu. La vie a fait que je me suis orienté sur d'autres sports. Mais comme je te disais, il y a 1 heure, j'étais en train de regarder déjà d'autres événements alors que j'ai commencé en décembre et c'est génial, quoi. Mais on ne se rend pas compte, ça, les marathoniens, quand tu es là, tu souffres, ton marathon, tu ne te rends pas compte en fait, que ces souvenirs, une fois que tu as passé la liste d'arrivée, ça va être quasiment les plus beaux souvenirs de ton année, peut-être même des 10 prochaines années, quoi.
C'est des moments hyper magiques. Alors, tu nous as dit que tu étais papa de 2 enfants. Ils ont quel âge tes enfants? 4 et 8. 4 et 8 ans. Ouais. Oh, c'est du boulot là. Ah, là, là, il y a Ouais, oui. c'est Alors, moi, je la suis jeune plein papa, dedans, mais et, toi, t'es voilà. Ah, c'est la tornade là. Ouais, clairement. Et C'est un marathon à la maison. pour un petit moment en plus. Hein, parce que t'as pris soin de bien les éloigner espacer. l'un de l'autre, donc de les espacer. Donc ouais, ça va durer. Mais Moi, je sais pas c'est si bien. c'est la meilleure technique. Après. Ah, je sais pas. Alors, comment ça se passe justement quand on est papa et marathonien? Comment on prépare tout ça? En même temps, tu es entrepreneur, tu nous le disais. Eh ben, ça n'a pas été franchement facile. Hein. Pour le coup, du coup, on parlait des levées très tôt ou des entraînements très tard, avec la tête qui est un peu prise sur d'autres sujets. Ça n'a pas été le truc le plus facile que j'ai fait, là, pour le coup, ces 4 derniers mois. Il y a eu des moments où je prenais beaucoup de plaisir. Il y a eu des moments où j'en prenais beaucoup moins. Et ça, c'est quand même triste de faire une prépa en prenant moins de plaisir parce que je me suis blessé, comme tout le monde. Et je passais mon temps à dire ça aux patients, au cabinet. On y va tranquille. Vous respectez ce que vous ressentez. C'est absolument pas ce que j'ai fait. Les conseillers sont pas les payeurs. Hein. C'est souvent ce qu'on dit. Ouais. Et donc, je me suis blessé. Donc, j'ai eu, sur ces 4 mois, j'ai eu presque un mois de pause avec de la marche-course pour revenir au niveau. Ça n'a pas été simple, mais du coup, là, aujourd'hui, je suis hyper fier d'avoir fait tout ça. Et il y a un truc qui ressort souvent quand on court, c'est que ça permet aussi de décompresser, peut-être même des fois de penser à tout ce qu'on a à faire, on trouve des solutions. Est-ce que toi, avec la vie super active que tu as, notamment au niveau professionnel, tu as ressenti ce bienfait dans la course et tu as été surpris peut-être de ce que ça pouvait apporter? Clairement, alors je trouve que c'est à double tranchant. Quand ça va vraiment pas, des fois, ça te plombe et tu penses qu'à ça dans la course parce que tu as quand même du temps. Et à contrario, effectivement, ça t'amène beaucoup de solutions dans des problématiques. Donc les deux me sont arrivés plusieurs fois. Et pour dire, on a été sur des problématiques le matin au bureau. Je suis parti courir entre midi et 2 pour faire ma prépa et je suis revenu avec les solutions et c'était quand même assez jouissif. Tu vas conserver ce mode de vie de coureur? Ah ouais. Ah ouais. Alors pour le coup, je vais, comme je disais, en 4 mois avec 3 mois de pause, 3 semaines de pause, ça a été rude. Et là, j'ai vraiment envie de reprendre la course à pied avec du plaisir et vraiment apprécier les sorties. Et en fait, je suis mordu. Ma femme était déjà mordue de dingue, marathonienne, etc. Elle vient de faire l'Urban Trail à Lyon. Et à chaque fois, j'étais vraiment émerveillé par ce qu'elle faisait. Elle n'a pas été très contente que je vienne dans son domaine de prédilection. C'est son truc à elle. Mais par contre, elle m'a coaché tout le long et heureusement qu'elle était là parce que j'aurais pas réussi sans elle. Écoute, on la salue, on en profite de ce podcast pour la saluer parce que c'est vrai qu'on ne parle pas assez des conjoints, des conjointes, des enfants, de la famille, de l'entourage. Mais en vrai, sur une prépa marathon, et j'imagine que Trace, alors c'est encore plus important parce qu'il y a toute la notion de ravitaillement, mais sur le marathon, c'est essentiel. Parce que soit maman va s'entraîner, donc papa doit aussi s'occuper des enfants, doit prendre le relais, et inversement, il y a aussi les week-ends, des fois qui sont annulés, les repas de famille où il faut s'entraîner. Enfin, c'est vraiment un projet collectif et familial. Ça me paraît évident et c'est comme toute passion finalement. Enfin, si tu es seul dans ta passion, que personne la partage dans ton environnement direct, ça rend le truc compliqué. Alors si tu prépares un marathon et qu'à chaque fois que tu rentres, tu entends ouais, t'es jamais là, t'es ci, t'es là, machin, ou quand t'es là, t'es fatigué, ou alors t'es ronchon parce que t'as loupé ta séance, ou machin, et à quoi ça sert? De toute façon, tu seras jamais champion ou championne, tu vois. Quitter cette personne. Voilà. Non, mais c'est sûr que c'est pas un cadre idéal pour préparer un marathon et l'effet positif de l'environnement, de l'entourage, il est vraiment important. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure je parlais, quand là, le marathon il est fini, l'entourage il a contribué. Normalement, si ça s'est bien passé, c'est que l'entourage il a parfaitement contribué. Donc, ouais, mettez un peu pause et rendez aussi ce que l'entourage est fier parce que vous êtes allé au bout de votre truc. Mais il faut aussi rendre, entre guillemets, l'appareil. C'est pas question, tu m'as donné, je te donne. Mais voilà, la vie en collectivité, c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Il faut en avoir conscience et qu'il faut aussi savoir remercier aussi tout l'entourage, puisque seul, on n'y arrive pas. Honnêtement, seul, on n'y arrive pas. Quand les deux s'entraînent aussi, c'est... Ouais, là, c'est bien. Sauf qu'il y a des enfants. Parce que du coup... c'est le cas. Là, il y a les deux enfants et les deux qui s'entraînaient. C'était sport. Mais après, les enfants sont ravis quand ils vous voient arriver avec les médailles et tout. Ouais. Parce qu'un enfant, enfin, tu vas le vivre, je pense, quand tu vas rentrer, tu l'as déjà vu certainement avec ta femme, tu ramènes une médaille, l'enfant... c'est comme si tu avais gagné le marathon de Paris. Pour lui, de toute façon, tu as eu une médaille. Donc voilà. Et même ça dure. Moi, mon fils, il a 14 ans. Quand je ramène une médaille, pour lui, c'est comme si j'avais gagné. Donc, alors que j'étais très loin d'avoir gagné. Donc... Non, mais c'est incroyable. Alors,
tu es aussi professionnel de santé. Tout à l'heure, on a reçu Mylène, justement, qui était en surpoids. Elle nous a expliqué aussi tous les a priori, les problèmes de genoux, les problèmes tu vas te faire mal, tu vas te blesser. Et il y a aussi beaucoup cette idée que, voilà, pour les sédentaires, puis c'est aussi partagé. C'est-à-dire, en gros, oui, mais le sport, c'est aussi délétère. Il y a récemment le Parisien qui a, tu vois, même des grands médias, des fois, on voit, là, il y a un peu la hype du running. Donc, je vous le dis, on va avoir le droit à ils sont drogués, c'est dangereux, c'est de l'addiction, c'est. Voilà, parce qu'il y a aussi les gens ils vivent aussi ça un peu comme une injonction. Ça les oblige aussi à se dire putain, si tout le monde se met à courir, peut-être que c'est peut-être moi. Au lieu de se dire je suis en tort, ils vont se dire ils vont trouver des défauts aux autres. Voilà, comme on sait que ça va arriver, on va avoir le droit encore à plein d'articles comme ça. Toi, qu'est-ce que tu veux dire aux gens ? Est-ce que la pratique sportive, la course à pied ou autre, même quand on est en obésité, ça a sa place ? Tout à fait, c'est tout le but de ma chaîne Instagram et de mon application justement. Toute ma vie est dédiée à ça, c'est déconstruire les croyances limitantes des patients ou de tout le monde en fait, qui nous empêchent de bouger, parce que encore une fois, le mouvement c'est la vie et tout change à partir du moment où on bouge. Moi, en école d'ostéopathie puis en post-grade, j'enseigne les neurosciences de la douleur et l'autonomisation des patients. Et donc du coup, c'est des choses qui me parlent énormément, et ces croyances limitantes sur la course sont tellement présentes. J'ai mal au cartilage, enfin ça va détruire mes cartilages au niveau du genou, vous en avez sûrement déjà parlé ici, mais donc du coup c'est même peut-être tout l'inverse que la course. Spoiler alert, c'est faux. Spoiler alert, mais c'est même tout l'inverse, c'est-à-dire que ça va renforcer vos cartilages. Quand j'ai mal au dos, je vais me faire une hernie en courant. Alors, même les professionnels de santé ont ces croyances limitantes et les font passer à leurs patients. C'est-à-dire que vous aviez une hernie, n'allez surtout pas courir. Les disques des coureurs sont 2 fois plus épais, 2 fois plus résistants qu'un patient lambda. Je te donne 2 exemples, mais il y en a pléthore. Et ça, c'est justement tous ces messages que j'essaye de faire passer sur l'application. C'est un peu complexe, on ne pourra pas forcément en parler parce que j'essaie de donner un petit truc. Quand on va voir un professionnel de santé et qu'on a une symptomatologie, en fait, on se rend compte que le côté mécanique, effectivement, c'est présent. Mais, allez, je vais dire ça, 80% de la douleur, c'est aussi tout ce qui est contextuel par rapport à cette douleur, surtout sur les troubles musculo-squelettiques, et notamment ces croyances limitantes. Ces croyances qui empêchent les patients de bouger, ce qu'on appelle la kinésiophobie. Et ça change tout à partir du moment où on déverrouille ce petit blocage, et les patients sont transformés avec ça, en fait. Mais il y a tellement de coureurs amateurs, ils n'ont pas couru, qu'ils pensent déjà qu'ils vont avoir mal au genou, parce qu'on a tellement ancré ça en tête dans les têtes des gens que tu vois, voilà. Et puis et ça, c'est non, on se renforce le corps. Alors s'il a jamais été en mouvement, évidemment que il y a une phase d'adaptation, c'est logique, voilà. Mais si on fait les choses progressivement, si on alterne un peu de course, un peu de marche, si on adapte vraiment l'allure, si on ne veut pas partir trop vite, voilà, c'est ce que je dis tout à l'heure, quoi. Si vous faites ne serait-ce que 5 minutes de course, 5 minutes de pause au début, mais déjà là, c'est génial. Je coupe parce que j'ai une image qui traduit bien la chose, et c'est ce que j'essaie de transmettre à chaque fois avec cette image. C'est qu'on se rend compte quand les astronautes sont en apesanteur, 1 heure après leur arrivée en station spatiale, ils ont une prise de sang, on ne le voit pas forcément. Et en fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans le sang ? Du calcium. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où le corps se dit il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de gravité, j'ai plus besoin de réabsorber du calcium pour mes os. Donc, c'est libéré dans le sang. Et en fait, on se rend compte que quand il n'y a pas de gravité, qu'il n'y a pas de contrainte, on perd de l'hydratation des disques, on perd de la minéralisation osseuse. C'est pour ça que les astronautes, on les récupère en fauteuil roulant et qui sont obligés de faire du sport pour garder ça. Et au contraire, ce qu'on comprend, c'est la compression qui va vraiment régénérer et vivifier vos os, vos muscles, vos ligaments et vos disques. Et ça, on ne le croyait pas pendant longtemps, mais c'est clairement le cas. Moi, je me rappelle une image que tu avais employée lorsqu'on était en pleine période du Covid. C'est que l'entretien des avions qui étaient cloués au sol coûtait beaucoup plus cher aux compagnies aériennes que lorsqu'ils volaient. Le corps humain, c'est exactement la même chose. En fait, un corps qui n'est pas en mouvement, c'est un corps qui se dégrade. En fait, on croit qu'on se repose en faisant rien et qu'on le prémunit et qu'on le préserve. Et c'est tout l'inverse. En fait, on accélère sa dégradation. Je vais le dire comme ça. On se comprend, mais effectivement, et la course. Et on lui donne quasiment tous les défauts, notamment pour ça va te tasser, ça va te bousiller les genoux et ici et tu vas le regretter à 50 ans, on va voir l'état de tes genoux à 50 ans, ça on l'a tous entendu. Exactement, donc bon, voilà, c'est ça a la peau dure, hein, ces croyances, mais j'ai l'impression que petit à petit, à force de les répéter, qu'une multiplicité d'acteurs le répètent, ça commence à rentrer, quoi. Mais il n'y a rien de plus terrible, c'est qu'il y a
j'allais dire il y a 50 ans, mais je n'étais pas là pour témoigner il y a Oh. 50 ans. J'étais tout juste né, attention. Hein. Mais ces discours-là étaient portés par l'autorité absolue. Ouais, C'est les médecins, certainement ouais. moins les médecins qui avaient un statut qui est différent que ce maintenant. Tous les experts. C'est pour ça que je me suis toujours méfié des experts. moi. Et du coup, C'est- et du coup, c'est quand même vachement ancré. Enfin, voilà. Non, c'est clair. Mais tu le disais, mais pas que l'avion. Une voiture, Ouais. laisse-la, ne serait-ce que 6 mois. On l'a vu là pendant le Covid, les gens ont laissé leur voiture dans les garages. Bah, elle démarrait pas, les pneus étaient morts, la batterie c'était foutu. Et là, on parle de 3 mois. Hein. Les voitures étaient mal en point. Les bateaux, ceux qui ont des bateaux, ils le savent. Il n'y a rien de pire qu'un bateau s'il ne navigue pas. Donc c'est valable vraiment à tout ce qui est en mouvement et tout ce que même voilà, pierre qui roule n'amasse pas mousse. Si tu laisses tu vois, si tu laisses quelque chose, ça pourrit en fait. Et c'est la même chose pour le corps humain. Et ça, on n'arrive pas encore à le concevoir, quoi. Que ce soit du côté mécanique ou mental. Hein. Et ça, faut bien le préciser. C'est-à-dire plus, que ça a un impact gigantesque au niveau de la psycho-émotionnel. Tu l'as ressenti, toi, justement, cet après-marathon et justement la course à pied. Est-ce que tu as ressenti tous ces bienfaits mentaux? On disait tout à l'heure, esprit sain dans un corps sain. Est-ce que l'esprit, justement, il est. L'arrivée après la course, mais qu'est-ce que c'est jouissif. Et ça, on le retrouve pas. On le retrouve dans pas beaucoup de sports, finalement. Je faisais des sports explosifs qui amenaient aussi beaucoup de satisfaction, mais ce déversement. Bon, il y a plein de trucs de neurotransmetteurs qui arrivent après la course, mais qu'est-ce que c'est agréable. Et retrouver cet état-là, c'est quand même... Quand j'étais blessé, pour le coup, quand les gens couraient, j'étais vraiment très aigri autour de moi, et je les regardais, je n'étais pas content. Et là, je me suis dit, ça a été mordu. Et c'est justement parce que tu as eu ta perf, tu n'as pas ta perf après la course. Donc oui, carrément. Mais ce que dit Damien, moi, c'est vachement intéressant parce que il y a ce lien entre moi je vais l'appeler comme ça, hein, entre la santé physique et la santé mentale. Et moi, j'ai même accompagné des fois des athlètes qui disaient putain, je suis passé à travers la course, c'est pas bien passé, enfin voilà, l'objectif n'était pas rempli. Pourtant, on a casé toutes les séances et tout. Je dis oui, mais en dehors, ça va comment? En dehors, est-ce que tu es bien raccord avec tout? Est-ce que tu te sens apaisé, machin? Et qu'ils me disent, ouais, mais ça, enfin voilà, je dis non, c'est un tout. L'être humain est un tout. Donc tu peux pas dire à un moment, il n'y a que le mécanique, pour reprendre, tu vois, et le psychologique. Et en dehors de ça, c'est la bonne alliance des deux qui permet d'atteindre ses objectifs. Quand je dis performer, c'est à tous les niveaux. Pour une personne, ça va être de faire le marathon en 4 heures ou juste être finisher. C'est de pouvoir donner la pleine expression de soi-même. Ça peut se faire que quand l'ensemble des planètes sont alignées. Enfin, je sais pas si tu vois, si on a des études précises là-dessus et tout, mais je pense que c'est assez clair. Enfin, oui, à l'appel. Des centaines, des milliers. À l'appel, Voilà. tu le trouveras facilement. Merci beaucoup, Damien. plaisir. C'était un plaisir de te recevoir. On peut te retrouver sur Instagram. Ton Insta, c'est Alors c'est Zi, mais ZI, justement, pour le jeu. Je m'appelle Damien Zivanovic, donc D'accord. Zi ostéopathe. Zi Ostéopathe. Merci beaucoup. C'était très rafraîchissant de t'avoir. Ça fait plaisir d'avoir des nouveaux convertis. Merci. Bienvenue dans cette communauté de la course à pied. Merci, Fred. On se donne rendez-vous l'année prochaine. Voilà, on va pas se priver de toutes ces émotions. Au plus tard l'année prochaine. Voilà, au plus tard l'année prochaine, parce qu'à chaque fois, c'est toujours des moments magiques. Vraiment, voilà, c'était génial. J'espère que nos auditeurs et auditrices ont pris autant de plaisir que nous à écouter cet épisode, que nous, on a eu à l'enregistrer. On se donne rendez-vous dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Et d'ici là, entraînez-vous, prenez soin de vous, mettez-vous en mouvement. Remerciez vos proches. Si vous avez fait un marathon, c'est le moment de allez, paye ton restaurant là, à ta famille, c'est le moment. Merci beaucoup. Merci à ASICS aussi d'avoir soutenu cet épisode. À vendredi, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Cette émission vous a été proposée par ASICS, partenaire officiel de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris.